Motrice, donc c'est une association qu'on a créée il y a 3 ans à Metz, donc qui signifie Mouvement pour une transition intelligente de la société. Donc pourquoi ce soir on co-organise cet événement, cette conférence? Donc parce qu'au sein de Motrice, il y a toute une partie action et une partie réflexion. Donc pour participer à la mise en place d'une structure sociétale qui soit viable pour nous et les futures générations. Donc au niveau des actions, on en fait énormément à Metz. Pour en citer quelques-unes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou si vous êtes déjà venu au Trucothèque. Donc ce sont 2 magasins à Metz avec une particularité, c'est que c'est entièrement gratuit. Donc c'est des magasins sans argent où chacun peut soit déposer des objets ou aussi en emprunter gratuitement. Ce qui se prête, on le met en prêt gratuit et ce qui ne se prête pas, on le donne gratuitement. Donc c'est un grand succès. On est en train d'y réfléchir, de mettre en place, pourquoi pas, une 3e Trucothèque aussi, à Borny. Donc les 2 autres, c'est à Metz-Bellecroix et quartier Outreseille. Sinon, par exemple, avec épluchures et bicyclettes, avec un vélo électrique et une remorque, on récupère des épluchures dans des restaurants. Parce que classiquement, elles sont jetées, malheureusement. Donc à Metz, elles sont incinérées. Donc c'est considéré comme un déchet, alors qu'en fait, c'est une ressource. Donc on en fait du compost. Et le compost produit, on le redonne gratuitement, par exemple, à des jardins incroyables comestibles. C'est des jardins collectifs en partage aussi, où tout le monde peut se servir librement et gratuitement. Et pour donner un dernier exemple de projet, il y a Vide Déco. Donc là, on récupère des objets cassés et non réparables, donc des choses qui vont à la poubelle. Et en fait, au lieu de les jeter, on les récupère et on leur redonne une seconde vie en les réutilisant différemment. Par exemple, ce qu'ils font les chambres à air, au lieu de les jeter, les chambres à air usagées, ils en font des bracelets avec les enfants, par exemple. Donc il y a plein d'actions de ce type. Sur le site internet motrice.fr, vous retrouvez un résumé de nos différents projets. Donc Motrice avec un S à la fin. Et après, à côté de la partie action, il y a toute la partie réflexion sur les sociétés viables, quelle société pour demain et comment y parvenir. Donc après, ce qui est intéressant avec Motrice, c'est qu'on n'est pas figé sur une seule idée. Chacun des membres, des participants a sa propre vision. Et le but, c'est d'échanger, de discuter tous ensemble. Donc il y a des personnes qui vont mettre en avant la décroissance, d'autres qui vont mettre en avant l'économie distributive, ou par exemple le projet Mosica propose une organisation démocratique globale à 5 niveaux d'assemblée. Il y a le revenu de base, le salaire à vie, tout ça c'est des idées. Et une des visions, c'est l'économie basée sur les ressources. Donc au sein de Motrice, chacun a son avis là-dessus. Il y en a qui sont totalement pour, d'autres qui s'interrogent, d'autres qui ne sont pas forcément pour. Donc voilà, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails, Pierre-Alexandre va nous expliquer tout ça. Et n'hésitez pas, Motrice, c'est vraiment un projet collectif, ça fonctionne super bien parce qu'on est nombreux et que c'est très décentralisé, on se fait confiance les uns avec les autres. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à prendre part à l'aventure. Pour ça, il suffit de se rendre sur le site internet motrice.fr et c'est indiqué comment participer. Voilà pour la petite présentation de Motrice. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je vous propose de passer à la présentation donc, de l'économie basée sur les ressources. Alors, donc, moi, je me présente, je suis Pierre-Alexandre Ponant, je suis le président du mouvement pour une économie basée sur les ressources et je suis le représentant en France du Venus Project. Alors, le Venus Project, c'est quoi ? Donc, en fait, ce monsieur qui s'appelle Jacques Fresco, c'est un véritable Léonard de Vinci moderne. C'est un ingénieur et un futuriste qui a inventé plein de choses. Il a inventé des brevets pour l'aviation, pour des modèles de sous-marins, de cinéma 3D. Il a inventé des maisons où on n'a pas à faire le ménage parce que la poussière ne va pas rentrer en mettant une surpression atmosphérique à l'intérieur. Il a eu plein d'idées et d'innovations. Et il est mort malheureusement il y a 2 ans à l'âge de 101 ans. Mais il a laissé son plus grand travail au cours de sa vie, ça a été de trouver des solutions pour résoudre les problèmes politiques que l'on rencontre actuellement. Donc, alors ça s'appelle le Venus Project parce qu'il a fondé ça donc, en Floride, dans une ville qui s'appelle Vénus, tout simplement. Alors un des constats de base en fait, que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est que nos villes se sont organisées de manière anarchique et sont très mal organisées. Donc là, comme vous pouvez voir sur l'écran, on subit des embouteillages, de la pollution, qu'elle soit sonore ou atmosphérique. On n'a pas forcément beaucoup de nature dans les villes. L'environnement est stressant. Et on est confronté à des loyers qui vont être très chers ou à un accès à la propriété qui peut être extrêmement cher. Et donc lui, il a eu l'idée de proposer des modèles de ville circulaires, comme vous avez pu voir sur l'écran avant. Alors je vais passer quelques slides pour vous montrer. Bien organisés, pour éviter que l'on ait besoin de voitures
pour pouvoir se déplacer de la manière la plus intelligente possible dans les villes. Donc pourquoi une ville en forme de cercle ? En fait, le cercle, c'est la forme qui, mathématiquement, va minimiser les distances. Imaginez que vous ayez une ville qui est linéaire. Et bien, en fait, pour aller d'un point A à un point B à un point C, pour revenir chez vous au point A, vous allez faire le maximum de distance. Dans une ville circulaire, les distances seront minimisées. Donc là, par exemple, on a des modèles de villes. Et lui, ce qu'il proposait, c'est une ville avec beaucoup d'espaces naturels, beaucoup d'arbres, des arbres fruitiers, pour que les gens puissent aller ramasser des oranges, des citrons, des pamplemousses, etc. Et une organisation donc en forme de ceinture, en forme concentrique. Alors en fait, comment ce modèle de ville se détaille-t-il ? Alors au milieu, on a ce qu'on appelle un grand dôme, et ce grand dôme va avoir ce qu'on appelle une bibliothèque de prêt d'objets. C'est-à-dire que tous les objets dont vous n'avez pas besoin au quotidien, et c'est un petit peu ce que vous faites du coup dans la Trucothèque à Metz, tous les objets dont vous n'avez pas besoin au quotidien, eh ben, vous pouvez les emprunter. Par exemple, si vous avez besoin d'une tondeuse à gazon, au lieu que chacun en ait une dans son garage et qu'on l'utilise une seule fois par mois, et qu'on gaspille des ressources à en créer plein, eh bien là, en fait, on pourrait aller la chercher, ou on pourrait même la recevoir près de chez soi par un tube pneumatique à haute vitesse. On l'utilise, on la rend. On peut prendre une perceuse, un jeu d'échecs, une guitare, n'importe quoi. Et donc tous ces objets-là, en fait, seraient mis en commun, justement pour bénéficier à tous et pour éviter de gaspiller des ressources. Autour, on aurait la ceinture, avec les universités et les centres de recherche. Après, on aurait des centres avec des activités culturelles, des lieux de rencontre, des théâtres, des musées, des lieux d'art, etc., des conservatoires. Après, on aurait la ceinture avec les habitations, donc on peut habiter en petite maison individuelle ou en immeuble, au choix. Et puis après, on aurait autour la ceinture agricole et puis la ceinture industrielle. Et ce modèle, en fait, il est très très efficace parce qu'on n'a pas besoin de voiture et on est en moins de 5 minutes partout dans la ville. Alors, on utilise en fait pour se déplacer une technologie qui s'appelle le train à lévitation magnétique ou le métro à lévitation magnétique. Donc, c'est des technologies qui existent déjà. Donc là, c'est celui du Japon. Il y a ça en Chine. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre celui de Shanghai. Donc, en fait, on est sur un rail où on est en sustentation magnétique. Donc, du coup, il n'y a pas d'effet de frottement et on peut aller très très vite. Ça va à 600 km/h. Et puis, il y a même aujourd'hui des technologies comme les technologies Hyperloop qui sont développées où on pense qu'on va pouvoir aller jusqu'à 6000 km/h. Et donc, en fait, dans un modèle comme ça, où la ville est très très bien agencée, on n'a pas besoin de voiture. Et il faut savoir aujourd'hui que 75% de la pollution mondiale est due aux villes, donc à la mauvaise organisation des villes, et notamment au trafic routier. Donc, d'avoir déjà des villes bien organisées comme ça, ça résout pas mal de problèmes. Alors, il n'y a pas que ce genre de problème aujourd'hui dans la société. Donc, évidemment, on a la pollution. On a la pollution avec les déchets plastiques. Donc, tout ça, ce sont des problèmes. Donc, les guerres pour les ressources. Donc, généralement, les guerres, en fait, ça va être pour les territoires, pour les ressources naturelles, le gaz, le pétrole, etc. Tout est toujours motivé. En fait, il y a toujours un motif sous-jacent à chaque guerre, et c'est ce que dit Jacques Fresco. Les disparités de richesse, donc qui sont dues aujourd'hui au système capitaliste. Le gaspillage alimentaire. Il faut savoir qu'un tiers de la nourriture qui est produite aujourd'hui passe à la poubelle. Alors c'est déjà dès le début, avant même que ça arrive dans votre supermarché, parce qu'aujourd'hui il y a des normes. Si votre tomate est un petit peu trop tarabiscotée, si elle n'a pas une forme bien ronde, votre courgette, etc., si elle n'est pas jolie, elle est mise à la poubelle directement. Alors qu'aujourd'hui on a 1 milliard de personnes qui souffrent de malnutrition. Donc c'est quand même bien dommage. Après, il y a l'obsolescence programmée. Alors l'obsolescence programmée, c'est encore dû une fois au capitalisme et à l'économie basée sur les profits. Le but, c'est que vous rachetiez le plus vite possible. Donc on va faire des objets qui cassent le plus vite possible pour vous inciter à racheter. Ça va être votre ordinateur, votre lave-linge, votre imprimante. Dans les imprimantes aujourd'hui, ils mettent des puces pour en fait compter le nombre d'impressions que vous allez avoir dans votre imprimante, et au bout d'un moment, ça va lâcher comme par magie. Les collants défi par exemple, ça file super facilement. Vous devez savoir, on en rachète tout le temps. Il faut savoir qu'à l'époque, Dupont et Nemours, ils avaient réussi à inventer des collants qui étaient tirés par 2 chevaux de chaque côté, ça ne craquait pas. Mais aujourd'hui, ils vous font des trucs qui craquent facilement.
pour acheter. Les ampoules, on a une ampoule qui brille depuis plus de 150 ans dans une caserne de pompiers en Californie. Aujourd'hui, la durée moyenne de vie des ampoules, c'est 2 ans. Donc bah, là, c'est le cartel des fabricants d'ampoules qui s'est accordé justement sur une durée de vie pour que vous soyez obligé de racheter. Pour tout ce qui est ordinateur, etc. Souvent, en fait, donc il y a des ingénieurs qui sont même spécialisés là-dedans, des ingénieurs en obsolescence programmée qui vont calculer la durée de vie moyenne d'un ordinateur pour qu'en fait, généralement, ça case juste après la garantie. Comme ça, vous avez payé la garantie en plus. Alors, il y a plusieurs techniques. Ils vont mettre les transistors à des endroits où ça chauffe un petit peu plus et des transistors de plus mauvaise qualité pour qu'ils lâchent. Et donc, du coup, eux, ça les intéresse que vous rachetiez le plus rapidement possible. Et ça, c'est un terrible gâchis de ressources parce qu'aujourd'hui, on est en train de détruire la planète. On a déjà un nombre de ressources limité. Donc il faut savoir que tous les ans, on a une date en fait qui est la date à laquelle on a épuisé les ressources qui se renouvellent chaque année sur la Terre. Donc de mémoire, je crois que là on est en juillet. Donc, et puis chaque année, c'est de plus en plus tôt. Donc tous les ans, on arrive de plus en plus à détruire la planète et c'est le renouvellement de ces ressources le plus vite possible. Et puis il y a plein aussi de technologies qui sont mises au rebut, qui pourraient sauver la nature. Par exemple, il y a des bioplastiques dégradables. Alors il y en a à base de chanvre, il y en a à base d'algues, il y en a à base de beaucoup de technologies différentes. Et aujourd'hui, il y a les lobbies qui sont présents. Donc du coup, comme le lobby du plastique est très présent, ça ne les intéresse pas que la concurrence prenne leur part de marché. Donc aujourd'hui, l'état de la planète, il est vraiment... Oui, il y a une question ? Oui, à propos de l'obsolescence programmée, il n'y a pas de loi dans le monde, ou au moins dans certains pays, qui l'interdisent ou le limitent au moins, parce qu'on sait aujourd'hui que, comme vous l'avez dit, les imprimantes peuvent ne plus marcher avec cette puce-là après un certain nombre d'impressions, alors que la machine fonctionnerait très bien encore pour plus d'impressions. Oui, bien sûr. Il y a des lois. Il y a une loi qui est passée récemment en France sur l'obsolescence programmée, mais évidemment, elle n'est pas du tout respectée. En fait, malheureusement, c'est ce que je vais expliquer après. C'est pas parce qu'on met des lois pansement sur un mauvais système qu'on va corriger le système. De toute façon, il y a des lobbies, il y a des gens qui vont cacher leurs mauvaises intentions, et puis le profit sera toujours là. Donc, de toute façon, les lois, on peut pas toujours tout contrôler. Par exemple, si on est dans une économie où, un bateau, ça lui coûte moins cher de relarguer tout son pétrole dans la mer pour pas avoir à payer le retraitement, il va le faire en douce parce que lui, ça va lui coûter moins cher parce qu'il aura une incitation financière. Et donc, en fait, il y a des gens qui viennent émettre des critiques sur l'économie basée sur les ressources en disant oui, mais on peut mettre des lois, mais ces lois-là, on peut le constater, elles ne marchent pas. On parlera tout à l'heure du revenu de base et de l'inflation, notamment avec les loyers qui doivent être modérés à Paris. On voit bien en fait que ça marche pas du tout. Il y avait un reportage d'Envoyé spécial dessus. Les propriétaires, quand des gens arrivaient et que les locataires disaient oui, mais là le loyer il est trop cher par rapport à ce que la loi dit, ils disaient oui, mais bon, vous allez pas me gonfler, vous êtes même pas encore locataire. Si vous n'êtes pas content, moi j'ai quelqu'un d'autre qui va le prendre. Donc les lois en fait vont être moins fortes que le système sous-jacent. Donc pour revenir justement à la destruction de la nature, on a quand même 60% des animaux qui ont disparu en 45 ans. Donc c'est vraiment catastrophique. Et il faut savoir que la nature, elle est vraiment précieuse. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Idriss Aberkan. Moi, j'aime beaucoup, je suis beaucoup ce qu'il dit. Et en fait, dans la nature, il y a plein de trésors. La nature est vraiment très très ingénieuse et il y a plein de choses dont on peut s'inspirer aujourd'hui, des technologies qu'on n'a pas. Il faut savoir que la nature, elle a résolu tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on l'a détruit à un rythme qui est tel qu'on ne pourra pas bénéficier de l'ingéniosité de la nature. L'ingéniosité de la nature, ça peut être par exemple les rayures du zèbre. Les rayures du zèbre, en fait, ça crée des micro-courants d'air parce qu'il y a un différentiel de température entre les bandes noires et blanches. Donc du coup, ça crée des vortex. Donc du coup, ça permet aux zèbres de s'aérer. Il y a eu un centre commercial au Japon qui a été fait comme ça. Il y a les termitières qui s'auto-aèrent avec un système justement de conduit. Et il y a des centres commerciaux avec à consommation d'énergie négative qui ont été créés, dont un au Zimbabwe de mémoire. On a plein de choses. On a les fleurs de lotus, par exemple, qui ont la capacité de pouvoir éviter la salissure. Si vous mettez de l'eau ou de la saleté sur une feuille de lotus,
eh bien, ça va couler le long, et puis la poussière va s'enlever. Et demain, on pourrait faire des technologies justement avec des peintures, avec des micro-aspérités comme sur les fleurs de lotus, pour éviter que les murs se salissent et puis qu'on nettoie à nouveau et à nouveau. La nature, elle est source de pleine d'inspiration, et il faut la respecter parce que déjà, elle est belle, mais en plus, on en a besoin nous-mêmes pour survivre. Alors, je vais détailler un petit peu au niveau de la ville, en fait, ce que Jacques Fresco préconisait. Donc, en fait, le but, c'est de créer une société où l'homme n'a plus l'obligation de travailler en lui donnant déjà, dans une première étape, les ressources de base gratuitement. Donc, autour de la ville, vous voyez le cercle plus extérieur, en fait, c'est la ceinture agricole. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle les techniques d'hydroponie et d'aquaponie. Alors, je vais vous montrer. Donc, l'hydroponie, c'est ça. En fait, on met... Donc, tout est bio. Donc, heureusement, ça donnera moins de cancer. On met dans des bacs, en fait, des nutriments avec tout ce qu'il faut pour que les plantes croissent. Et puis, ça a un très, très bon rendement. Et ce qu'on veut faire, en fait, dans l'économie basée sur les ressources, c'est tout robotiser pour pouvoir réduire les coûts au maximum pour qu'en fait, on puisse donner la nourriture gratuitement aux gens. Et on a calculé, en fait, que ça coûterait 30 fois moins cher que la nourriture actuellement. Pourquoi ? Parce que l'hydroponie, en fait, c'est déjà 14 fois plus productif en termes de rendement, avec donc les fermes verticales qui se développent. On en a à Singapour, on en a au Japon. Mais en plus de ça, il y a plein de coûts qui sont pas là. Par exemple, il n'y a pas les traders qui vont faire un profit et une marge sur ce que vous allez payer. Il ne va pas y avoir de coûts de transport parce que justement, tout est fait aux abords de la ville, dans la ceinture. Il ne va pas y avoir de marge fait par les distributeurs, les Leclerc, les Carrefour, etc. Et donc, si on enlève tout ça, on a calculé que la nourriture coûterait 30 fois moins cher. Donc, au lieu de manger, je dis n'importe quoi, pour 300 ou 600 euros par mois, vous pourriez manger pour 10 ou 20 euros par mois. Ça paraît fou, mais c'est la réalité. Et donc, du coup, autant le donner gratuitement aux gens. Après, les logements, on a des techniques aussi de pointe pour pouvoir les fournir gratuitement aux gens. Donc, en fait, avec les techniques d'impression en 3D ou d'extrusion, on est capable de créer des logements en moins de 24 heures pour quelques milliers d'euros. On a même certaines imprimantes 3D qui peuvent aujourd'hui imprimer jusqu'à 10 logements par jour. Et ça, c'est super efficace, ça ne coûte pas grand-chose, il n'y a pas besoin d'un seul ouvrier. Il n'y a pas besoin de financement auprès des banques, parce qu'il faut savoir que souvent c'est 70% du coût du projet. Et en plus, du coup, tout serait financé par les services de la ville, de la cité. Donc du coup, pas de coûts cachés avec des taxes, etc. Donc ça, on pourrait, comme sur un mode de Airbnb, ce ne serait pas un système de propriété, mais donner gratuitement l'accès aux gens à un logement. Donc les gens pourraient en plus choisir le type de logement qu'ils aiment en fonction du nombre d'enfants, en fonction de s'ils veulent un jardin, etc. Donc on pourrait avoir une application avec un système d'intelligence artificielle et les gens rentrent leurs critères. Et à la fin, donc du coup, plusieurs modèles sont proposés, etc. Et puis après, les machines arrivent et impriment ces choses-là. Je vais vous montrer un petit peu des exemples de ce qui se fait. Alors du coup, ça, c'est des systèmes qui posent des briques tout seuls. Donc ça peut être des choses qui ont été extrudées, et puis il y a des choses qui sont imprimées en 3D. Alors, est-ce qu'on voit bien ? Bon, c'est un petit peu plus flou sur le rétroprojecteur, mais bon, je pense que vous voyez quand même correctement. Donc là, vous allez voir, c'est super rapide. Ce que c'est capable de faire. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des machines en fait qui vont s'occuper des murs, mais elles s'occupent aussi de poser les canalisations, l'électricité, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de personnes. Alors on va avancer un petit peu parce que ce début-là il est un peu laborieux. Voilà. Donc après voilà, ça se passe comme ça. Et donc en fait, ça va permettre de donner l'accès aux ressources de base aux gens. Et vous allez voir en fait en quoi après ça va être politique et ça change tout l'aspect de la société d'avoir l'accès à l'alimentation et au logement gratuitement. Donc, vous voyez, forcément, ça va plus vite qu'un humain. Donc, c'est assez efficace. Alors, il y a des techniques d'impression en 3D. Alors, ça, je vais essayer de vous montrer. Alors, par exemple, celui-là. Alors, bon, celui-là, c'est un petit modèle, mais on peut faire des très grandes maisons. Il y a une grande maison qui a été imprimée récemment en Angleterre, on dirait un manoir. Donc voilà, ça se passe comme ça pour ceux qui n'ont jamais vu. Donc c'est intéressant.
Voilà, ça coule le béton. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que ça permet des économies d'échelle parce que vous voyez, à l'intérieur de la structure, elle est creuse. Et ça, on peut se le permettre avec l'imprimante 3D. Mais sur plein d'objets, oui, je veux répondre à votre question. Par exemple, si on imprime un plâtre en 3D, aujourd'hui, vous savez, on a si on se casse le bras, on a un plâtre qui va puer rapidement, qui n'a pas du tout d'aération. Demain, si on scanne la forme du bras et qu'on fait une imprimante 3D, on peut amener le plâtre au bon endroit et créer des trous pour pouvoir avoir un plâtre aéré, donc ça permet une économie de matériaux. Oui, vous aviez une question ? Oui, vous avez dit béton, et moi quand vous dites béton, je pense à du ciment et à du sable qu'on va chercher au fond des océans, etc. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Alors effectivement, d'ailleurs, le béton, c'est les technologies qui sont employées aujourd'hui, c'est pas forcément celles qu'on veut employer dans les nouvelles villes. En fait, on fera vraiment des études avec les meilleurs ingénieurs qui seront chargés de savoir quels sont les matériaux les plus éco-friendly, les matériaux qui seront les plus à même justement de répondre aux besoins des habitations tout en minimisant les coûts et tout en respectant l'environnement. Donc il y a plein de techniques aujourd'hui, il y a des habitations à base de chanvre, il y a des habitations à base de terre. Par exemple, Elon Musk, il veut envoyer des gens sur Mars et il veut imprimer des maisons en 3D à base de régolithe. Donc la régolithe, alors il veut faire ça sur la Lune. Excusez-moi, je connais pas le nom des pierres sur Mars, mais en tout cas sur la Lune. Donc la pierre qu'on a, la pierre lunaire, ça s'appelle de la régolithe. Et donc du coup, il veut l'utiliser en fait, et on l'utilise avec ces imprimantes 3D là. Donc effectivement, votre question elle est légitime parce que le but c'est pas de faire aussi mal que ce qu'on a pu faire avant. Donc alors moi je suis pas du tout spécialiste de ces structures là, mais je pense que justement le but c'est d'amener après les meilleurs spécialistes pour dire voilà qu'est-ce qui sera le mieux au niveau de l'environnement. Alors je vais vous montrer un petit peu donc ce qu'on pouvait faire au niveau des autres machines. Donc ça, c'est les machines agricoles. Donc on a des systèmes de capteurs qui sont capables de détecter la maturité des fraises, qui sont capables, avec des capteurs, de voir si les conditions sont favorables à la pousse, etc. Alors, ce qui est bien justement en fait dans les systèmes d'hydroponie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'engrais parce qu'il n'y a pas d'insectes, parce que c'est sous serre. Donc en fait, on n'aura pas tous les problèmes en fait avec justement les insectes ou les champignons qui vont ravager les cultures. Et en fait, on aura des fermes comme ça qui sont complètement automatisées et qui vont pouvoir fournir aux gens justement en abondance de la nourriture à un coût absolument dérisoire. Et en plus, plus les années avancent, plus les technologies se perfectionnent, quoi. Oui, vous avez une question ? Excusez-moi. Les machines, elles marchent comment ? À base de pétrole ? Non, justement, alors en fait, on sortirait complètement du pétrole, on n'utiliserait que des énergies renouvelables. Donc ça, j'allais y venir. Notamment, il y a une énergie qui est complètement sous-utilisée, c'est la géothermie. On a calculé qu'il y avait un potentiel qui était de l'équivalent du zétajoule, c'est-à-dire qu'une année de production de géothermie, ça pouvait alimenter la Terre pendant 60 ans. Mais évidemment, aujourd'hui, avec le lobby pétrolier, ça n'intéresse pas du tout les gens parce qu'il y a beaucoup d'argent qui se fait là-dessus. Moi, je sais que il y a pas mal de théories du complot là-dessus. Mais est-ce que vous connaissez le moteur Pantone ? Antoine Pantone, c'est un ingénieur français qui a inventé un kit en fait qu'on peut fixer pour diminuer la consommation de carburant de 50% en mettant de l'eau. Et c'est un kit que vous pouvez acheter sur Internet si ça vous intéresse. Et le truc, c'est que c'est pas du tout utilisé dans l'industrie. Parce que, comme c'était un homme qui avait bon cœur, il a voulu mettre les brevets dans le libre. Et donc, du coup, ça rapportait pas d'argent aux industriels. Donc, du coup, ils l'ont complètement mis de côté. Mais c'est un kit qui existe vraiment. Il y a eu des reportages sur TF1, etc., qui marche très bien depuis des décennies. Et donc, on peut mixer de l'eau avec du gaz. Mais il y a plein aujourd'hui de technologies qui remplacent le pétrole, notamment des technologies avec les algues ou avec du biogaz. Donc, oui, le but, c'est de sortir de toutes les énergies polluantes. En plus de ça, comme les villes, c'est ce qui consomme le plus d'énergie, et que demain, on aura des villes à bilan carbone neutre, en fait, on aura déjà tout ça en moins.
en termes de pollution. Et aussi les robots, on va dire oui, mais du coup les robots, ils tombent en panne, etc. Et ils tombent aussi beaucoup en panne à cause de l'obsolescence programmée. Les gens n'ont pas conscience de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en termes de robotique et d'auto-réparation. Donc en fait, il n'y aurait pas tant que ça de problème. Alors je vais revenir un petit peu à la ville et faire un petit résumé de ce qu'on a vu sur le moment. Alors, du coup, si on résume, on voit que dans ces villes-là, on a la nourriture qui est gratuite, les logements qui sont gratuits, les transports, il n'y a même pas besoin de voiture, c'est tout automatisé. Et là, on se rend compte qu'on a déjà de quoi survivre sans avoir à travailler. Et c'est là que ça devient politique et que ça devient super intéressant. Parce que le but, c'est que les humains, en fait, se libèrent et puissent avoir une vie qui se réalise à leur plus haut potentiel. C'est-à-dire qu'on a calculé au sein du Venus Project que 97% des métiers aujourd'hui étaient inutiles ou pouvaient être automatisables. Alors ça paraît complètement fou, mais les métiers inutiles ou automatisables, c'est quoi ? Ça va être la finance, l'assurance, la comptabilité, la fiscalité, les vendeurs, les caissiers, le marketing, le luxe, la comptabilité, si je ne l'ai pas déjà dit. Ça peut être des gens qui ont une fonction utile, mais qui en fait va devenir inutile dans une société qui est meilleure, notamment les psychologues, parce qu'il y aura beaucoup moins de problèmes psychologiques dans une société où les gens sont beaucoup plus heureux, ou un médecin par exemple qui bosse pour l'armée, qui doit aider les blessés de guerre. Si demain il n'y a plus d'armée, il n'y aura plus de problème parce qu'il n'y aura plus de guerre. Ou si par exemple une femme de ménage travaille pour une banque, forcément il n'y aura plus cette institution, donc le besoin de faire le ménage là-bas. Et donc il y a aussi plein de métiers qui sont redondants. Donc on fait plusieurs fois. Par exemple, on va avoir une équipe marketing, une équipe d'ingénieurs, une équipe compta, une équipe RH chez Samsung, chez Apple, chez Huawei, chez Nokia, chez BlackBerry, etc. Et les gens vont juste, au lieu en fait de se mettre en commun pour essayer de faire le meilleur produit possible, se tirer dans les pattes pour essayer de faire des casques qui ne s'adaptent pas ou des chargeurs qui ne s'adaptent pas d'un produit à l'autre, faire des produits qui essayent de battre la concurrence et qui cassent le plus vite possible pour qu'on rachète. Et en fait, au lieu qu'on mette toutes ces énergies en commun pour créer les meilleurs produits possibles, on a une espèce de guerre en fait, qui est pour le profit. Alors juste un petit mot d'ailleurs sur l'obsolescence programmée, j'y reviens. En fait, dans l'économie basée sur les ressources, on n'utilisera que les meilleurs matériaux, puisque comme il n'y aura plus d'incitation à faire du profit, on n'aura plus d'incitation à faire des choses qui cassent le plus vite possible. Donc on fera déjà des choses où s'il y a une pièce qui casse, elle pourra être changée. S'il y a un logiciel à changer, on pourra changer la puce et mettre le dernier logiciel. Et on fera des choses qui durent le plus longtemps possible. Si une ampoule doit durer 1000 ans, on la fera durer 1000 ans. Si un ordinateur peut durer 150 ans, on le fera durer 150 ans. Donc ça évitera de gaspiller inutilement des ressources. Alors je vais vous montrer. En fait, le truc, c'est qu'on est tous menacés par le chômage technologique. Donc il y a des études qui montrent que d'ici 2030, 30% des emplois allaient disparaître. Et d'ici 2050, alors c'est des estimations, mais on estime que 64% des emplois vont disparaître. Donc en fait, c'est même pas que nous, forcément, dans le mouvement pour une économie basée sur les ressources, on veuille tout automatiser, mais c'est que demain, la question se pose, comment les gens vont gagner leur vie et pouvoir survivre s'ils n'ont plus de salaire ? Alors, je vais vous passer un petit film, en fait, pour vous montrer un petit peu ce qui se fait aujourd'hui en termes de robotisation, pour vous montrer un petit peu tous les secteurs que ça touche. Alors oui, donc il y a tout l'aspect logistique où on était dans les entrepôts, les voitures qui se conduisent toutes seules. Donc maintenant, on a les Google Cars, les Tesla, tous ces métiers en plus qui sont quand même super rébarbatifs. Personne n'a envie de faire ça, je pense, comme métier à être à l'usine, c'est toujours le même boulon. C'est pas ce qu'on appelle une passion. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs justement sur la distinction entre le travail, le trépanum, le labeur et le travail par passion. Donc les machines vont souvent beaucoup plus vite que nous et sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus fiables aussi. Et je pense que pour tous ces types de métiers, alors justement pour les médicaments c'est intéressant parce que ça évite les erreurs aussi, parce que l'erreur est humaine et se tromper dans une posologie, ça peut mettre la vie de quelqu'un en danger. Donc voilà, les caissiers qui seront plus forcément utiles.
Aujourd'hui, on a des robots qui sont capables de cuisiner. On a même des robots qui peuvent cuisiner comme des chefs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le chef qui va faire le plat et qui va tout apprendre à un bras robotisé. Et lui, il va pouvoir suivre la recette à la lettre et faire une recette d'un resto 3 étoiles. Alors tout ça, c'est des technologies qui existent déjà, hein. Et puis il y a évidemment le développement de l'intelligence artificielle. Oui. J'ai l'impression quand je regarde les images, quand je vous écoute, que l'activité principale des gens, ça va être de fabriquer des robots dans des usines. Non, pas du tout. Ah non, justement, je vais y venir. Non, en fait, justement, le but, c'est pas du tout de faire ça, c'est vraiment de faire des choses super intéressantes. Donc en fait, on a calculé que 97% des métiers seraient inutiles, donc déjà, ça va diminuer le temps de travail. Donc en fait, qu'est-ce que vont faire les gens dans ce type de société ? Le but, en fait, c'est que les gens puissent s'accomplir vraiment et fassent ce dont ils rêvent, ce qu'ils rêvent de faire. Donc il y a des gens, ils sont intéressés par la musique, d'autres par les arts, d'autres ça peut être par les mathématiques, par la biologie, par l'astronomie, etc. Tous les gens, en fait, ont leur passion, même on peut avoir plusieurs passions. On peut très bien être fan de mathématiques et de cuisine. On peut très bien être fan de menuiserie et de botanique. Donc en fait, le but, c'est que les gens puissent choisir leur temps de travail. Justement, si on a des robots pour faire le travail à notre place, aujourd'hui c'est fou parce que les retraites, on passe à la retraite de plus en plus tard alors qu'on est de plus en plus productif. On a de moins en moins d'argent. On se demande comment le système marche, parce qu'on devrait justement se dire, voilà, là on a des robots pour nous aider, on va pouvoir travailler 2 fois moins. Non, on travaille toujours plus, où il y a des gens qui sont au chômage et qui gagnent rien du tout, et puis en plus on part de plus en plus tard à la retraite. Donc comment est géré le système actuellement ? Et puis comment on va faire quand on va arriver à l'époque où à la période où tout sera automatisé, puis les entreprises vont plus vous embaucher tout simplement, parce que même les boulots de cadre vont être automatisés avec l'intelligence artificielle, etc. Oui. En fait, il y aura forcément des problèmes technologiques, parce que même les machines, la technologie n'est pas parfaite. Donc, forcément, on aura besoin d'une réparation. Donc, c'est qui va le faire ? Bien sûr, oui. Alors, donc, du coup, en fait, on a calculé que 3% des métiers, on ne pourrait pas les automatiser, on ne pourrait pas les robotiser. Donc, en fait, déjà, dans tous ces métiers, en fait, il y a les métiers qui sont créatifs, qui sont faits par passion, que les gens ne vont pas forcément faire pour l'argent. Moi, par exemple, là, ça me passionne, je ne suis pas payé pour faire ça, mais je me suis déplacé depuis Rennes. Et moi, je fais moi-même accessoirement des recherches en biologie et en mathématiques à côté. Je ne fais pas du tout ça pour l'argent, mais je fais ça parce que je suis passionné. Des grands génies comme Einstein, Tesla, Pasteur, etc., ils ne faisaient pas ça pour l'argent. Après, effectivement, comme vous dites, il y aura toujours des petits problèmes avec quelques métiers qui seront rébarbatifs ou des choses où il va falloir réparer. Alors là, il y a plusieurs solutions. Donc j'allais y venir. Donc en fait, je vais vous expliquer en fait la transition où on va passer d'un système monétaire à un système en fait d'abondance où il y aura plus d'argent, mais au début il y aura toujours un petit peu d'argent pour motiver les gens. Et puis sinon, s'il y a vraiment quelques tâches rébarbatives qu'on n'arrive pas à automatiser, on pourrait mettre en place, par exemple, c'est une idée, un service civique. Si 3% des tâches restent, ça fait quand même plus beaucoup de tâches à se répartir entre les gens. Et je pense que les gens, en échange de tout le confort que ces cités-là leur apporteraient, ils seraient d'accord de travailler 2 heures par semaine ou 3 heures par semaine à aider tout ça. Alors, donc du coup... Alors, dans ces villes-là, comment elles vont être régies ? Déjà, à l'intérieur des villes, toutes les ressources seront déclarées patrimoine de la ville. Et puis même après, le but, c'est d'en faire partout sur la planète. Les ressources seraient déclarées patrimoine mondial de l'humanité. Et en fait, elles seraient envoyées en temps réel aux endroits où on en a besoin. Si par exemple telle usine a besoin de cuivre, telle usine a besoin de blé, etc., on mettrait en place un système de capteurs et tout serait automatisé en fait pour qu'il y ait le moins d'aspects négatifs sur l'environnement, le moins de gâchis de ressources et que en fait le bien-être des gens soit maximisé. Alors. Parce que oui, pour revenir à ça, je vois cette diapositive. Aujourd'hui, en fait, les gens, ils vivent une vie qu'ils n'ont pas forcément envie de vivre. Une vie qui ne fait pas sens. Il y a plein de gens qui vivent des métiers stressants,
pas très agréables. Ils vont le matin au travail en traînant des pieds, ou certains travaillent trop et se disent je ne passe pas assez de temps avec ma famille. Il y a même des couples qui se brisent à cause de ça. Il y a des gens qui s'en sortent pas financièrement parce qu'ils sont trop mal payés. Et ça, c'est quand même dommage. On peut se dire, avec toutes les connaissances et la technologie qu'on a, pourquoi on ne peut pas réussir à faire mieux ? Pourquoi on ne peut pas réussir à ne pas dégrader l'environnement ? Et pourquoi on ne peut pas réussir à faire un monde plus agréable pour tous les gens ? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Oui. Ouais, je vais laisser parler les autres mecs qui se tapent. Je reprends après si je peux. Moi, j'ai plusieurs questions, parce qu'on parle d'automatisation, ça veut dire des robots, ce qui veut dire aussi des cartes mères et des produits assez complexes à faire. À ce niveau-là, ce qui veut dire aussi problème de recyclage de ces matériaux, comme il y a beaucoup de matériaux qui vont être mélangés à ce niveau-là, il y aura très peu de recyclage. Et il y aura aussi des problèmes au niveau de l'utilisation du cuivre, par exemple. Le cuivre, c'est un des matériaux les plus utilisés au niveau pour l'énergie. Et les réserves qu'on a, elles ne vont pas durer 50 ans encore. Il y a moins de 50 ans à ce niveau-là. Et comme on va devoir de plus en plus automatiser, je me demande comment pourrait être une solution pour pouvoir automatiser en gérant tous les problèmes pour recycler, pour utiliser des matériaux qui vont être de moins en moins complexes, puisqu'on va devoir réduire la complexité des matériaux. Alors, donc un des principes de l'économie basée sur les ressources, c'est vraiment en fait de ne pas gâcher les ressources de la Terre, c'est-à-dire qu'en fait, on respectera toujours les capacités de production de la nature. Donc effectivement, les réserves de cuivre ou les réserves de lithium, elles sont limitées, mais aujourd'hui, comme on peut le voir sur cette diapositive, on jette vraiment tout avec l'obsolescence programmée, où on crée plein de produits qui sont inutiles. Et clairement, en fait, demain, comme tout sera rationalisé, on aura beaucoup moins de gâchis. Et en plus, on aura des produits qui cassent pas, qui durent dans le temps. Donc effectivement, il y a toujours un problème de recyclage. En fait, l'économie basée sur les ressources... alors déjà, je suis pas spécialiste sur la question, donc si ça se trouve, il y a une réponse. Mais en plus, l'économie basée sur les ressources ne dit pas qu'on va résoudre tous les problèmes. C'est un problème qu'on a même aujourd'hui dans la société actuelle. Et ce qu'on essaye d'apporter, c'est les solutions pour faire au mieux. Donc je vais pas vous mentir, j'ai pas forcément de réponse sur le recyclage, surtout que je suis pas du tout spécialiste. Mais le but, c'est de vraiment faire au mieux. Et des fois, dans la vie, il y a des problèmes qui sont inéluctables et on essaye juste de faire au mieux. Mais peut-être que quelqu'un pourra mieux répondre à cette question. Il y a une qui m'a échappé, il y avait un lien avec ça, mais vous parlez des ressources, de les optimiser, de ne pas gaspiller, etc. Moi, à mon niveau d'information, ça me pose un problème, peut-être que vous allez m'éluder Je sais qu'en permaculture, on peut aller beaucoup plus loin quand c'est maîtrisé pour la production vivrière en tout cas, mais que pour la production vivrière, pardon. Vivrière, okay. Tout en participant à redonner de la vie au sol, à la biodiversité. Mais il me semble que c'est pas mécanisable. Parce que justement, c'est des combinaisons de plantes qui sont mélangées, etc. Pour faire court. Alors, est-ce que je me trompe? Parce qu'il y a vous avez dit les rouleaux, tout ça, ça existe déjà. Est-ce que vous savez que je me trompe peut-être sur la mécanisation des choses un peu plus complexes, quoi. Enfin, est-ce que vous comprenez ma question? Oui, je la comprends. Alors, en fait, déjà, pour tout ce qui sera en dehors des villes, aujourd'hui, par exemple, on a des champs partout en France. On a calculé qu'en fait, la surface nécessaire en termes agricoles pour pouvoir nourrir tout le monde en France, c'était que de 7%. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça, c'est bien plus. J'ai pas les chiffres, mais il suffit que vous preniez un vol en avion au sud de la France, vous allez voir, il y a des champs partout. Donc ça, en fait, on va pouvoir justement redonner à la nature ses droits pour qu'en fait, justement, le principe même de la biodiversité, de la permaculture soit là naturellement. Dans les villes, on va planter plein d'arbres fruitiers, donc les gens pourront aller ramasser leurs plants de tomates, leurs oranges, etc. En fait, on va même avoir une vraie reconnexion à la nature. Pour ce qui est de la permaculture et de l'automatisation, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas vous mentir. Est-ce que on peut l'automatiser? Je ne sais pas. Mais si, c'est que mon avis, et peut-être qu'il est perfectible, si on reste sur l'hydroponie et que ça permet justement d'accéder à une société d'abondance où on peut donner les ressources de base aux gens et qu'à côté on peut faire de la permaculture, parce que le problème c'est que si la permaculture n'était pas automatisable et que ça coûterait super cher, on va retourner dans les problèmes en fait d'aujourd'hui où les gens sont obligés de travailler parce que ça coûte cher. Donc en fait le but en fait c'est de se libérer de tout ça. Je peux. Oui, moi ça me pose un problème. Je suis
convaincu de plein de choses dans ce que vous proposez, c'est quelque chose qui m'intéresse à la base, parce que j'ai peut-être un discours qui ne peut pas... En plus, c'est bien le dialogue, c'est le but. Même moi, justement, ça me fait me poser des questions, je vais pouvoir me renseigner dessus, donc allez-y. Mais j'ai comme l'intuition que ça pose un problème d'éducation hors sol des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? D'éducation hors sol des enfants. Du coup, parce qu'on a besoin de... Moi, j'accuse beaucoup le monde moderne d'avoir tout désappris aux gens, des choses fondamentales, et que ça fait partie du problème. Et quand je vois ça, il y a des choses inspirantes, mais j'ai peur qu'on continue dans cette direction de méconnaissance d'où on vient, etc. Alors justement, je parlerai de la phase d'éducation. À la fin, justement, on va avoir une vraie reconnexion à la nature en fait dans le système éducatif. Donc, on va vraiment insister sur l'importance en fait de la nature, de la biodiversité, du biomimétisme en fait et des merveilles d'ingéniosité que l'on peut trouver dans la nature. Par exemple, moi qui suis fan de biologie, je m'intéresse au flagelle bactérien. Le flagelle bactérien, en fait, c'est le... Alors, il faudrait que je vous le montre sur Google, je ne l'ai pas du tout préparé, mais c'est le meilleur moteur en fait qui ait jamais été créé, même meilleur que les moteurs de nos Ferrari. Alors, donc en fait, c'est un moteur qui est capable de tourner à 100 000 tours minute et qui est capable de tourner, de changer de sens en moins d'un quart de seconde et qui est capable de contrer le mouvement brownien. Et il a une efficience de 100%. Donc il est capable, alors que nos meilleurs moteurs, ils n'ont qu'une efficience de 40%. Donc en fait, ça ressemble à ça. Faudrait que l'image s'agrandisse. Mais en fait, voilà. Donc en fait, il a un rotor, un stator, des coussins d'amortissement, etc. Et ça, c'est des choses en fait qu'on pourrait utiliser en nanotechnologie pour en fait délivrer des médicaments dans le corps ou pour créer des mini-moteurs. Donc en fait, la nature, elle est vraiment très très ingénieuse et elle est capable d'apporter des solutions importantes. Donc c'est pour ça que oui, on va reconnecter les gens à la nature. Et puis les enfants, on leur apprendra justement tout cet aspect-là, on leur apprendra des choses sur l'agriculture et on va vraiment insister, pas comme dans le monde d'aujourd'hui, sur les choses où ils sont déconnectés. Oui. Je voudrais poser une question pour rejoindre un peu ce que dit monsieur. Moi, je pense que la connexion à la nature, il y a quand même le fait de mettre les mains dans la terre, de prendre des graines, de les mettre, de voir pousser, de désherber. Bon, quand il y a le robot, il n'y a plus cet aspect main dans la terre, quoi. Mais on peut le faire en fait. C'est quelque chose qu'on peut faire et à mon avis que même c'est important de faire. C'est important qu'il y ait des cours de nutrition, c'est important qu'il y ait des cours d'agriculture à l'école, c'est important qu'il y ait cette reconnexion à la nature et cette compréhension du monde vivant. Donc même si ce sont des robots, ça n'empêche pas qu'en fait les gens sur leur temps libre puissent en fait faire ça par plaisir. Moi, je fais pousser des plantes chez moi et justement j'ai un certain plaisir à le faire. J'avais quelqu'un qui m'avait émis cette remarque justement une fois. Il me disait oui, mais du coup, si tout est robotisé et qu'il y a des robots qui s'occupent de la menuiserie pour faire des meubles, moi, je suis menuisier, j'adore faire des meubles. Mais je lui dis, mais c'est pas un souci. Vous pourrez faire ça sur votre temps libre, en fait. C'est le fait que c'est juste une aide en fait pour pouvoir créer une société d'abondance. Et ça n'empêche pas les gens, justement, parce qu'ils auront beaucoup plus de temps libre et que leur vie aura beaucoup plus de sens, ils pourront se reconnecter à la nature. Alors justement, pour revenir à l'économie d'abondance, donc c'est un concept en fait qui est au-delà des ressources de base. Alors le principe de l'abondance, c'est quoi? Imaginez que vous soyez sur une île déserte et vous soyez 10 personnes et qu'il y ait 10 000 orangers. Combien va coûter une orange? Rien du tout, parce que si quelqu'un essaye de vous en vendre une, vous allez dire non, moi j'en ai pas besoin, j'ai juste à aller sur l'arbre d'à côté pour pouvoir en cueillir une. Donc en fait, il va pas pouvoir vous la vendre. Et aujourd'hui, en fait, les choses ont un prix parce qu'il y a une économie de la rareté. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Donc si demain, en fait, dans la société, on crée des technologies open source et qu'on crée en abondance avec les besoins des gens, on va pouvoir tout leur fournir gratuitement et en fait les choses n'auront plus de coûts et seront construites à aussi des coûts dérisoires. Oui. Mais du coup, est-ce que ça n'aurait pas eu l'effet un peu pervers de gaspillage s'il y en a beaucoup trop? Alors par exemple, est-ce que si tous les jours vous allez à la cantine et qu'on vous donne un bon repas et que vous n'avez plus faim à la fin, est-ce que vous allez forcément vouloir en mettre dans votre manteau? Non, pas spécialement. Mais oui, mais si je le mets pas dans mon manteau et que personne ne le consomme, où est-ce que ça va? Ah oui, mais du coup, en fait, ça c'est analysé. Donc en fait, les besoins de la population sont analysés en temps réel.
Donc, donc en fait, au centre de la ville, il y aura un grand centre cybernétique qui analysera en temps réel tous les besoins, donc que ce soit les besoins humains ou les besoins, par exemple, des usines ou des hôpitaux. On va savoir qu'à tel moment, on aura besoin de tels moyens, de telle infrastructure. Et donc, en fait, tout sera fait au mieux pour que ces ressources soient le moins gaspillées possible. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on gaspille quand même un tiers de la production. Le piratage informatique. Alors, justement, donc en fait, il y aura cette technologie qu'on utilisera, c'est la technologie blockchain. Donc en fait, tout sera open source. Donc en fait, donc il y a des gens qui ont peur de ça, ils disent oui, mais votre centre en fait qui gère toutes les ressources, s'il y a demain quelqu'un qui prend la main dessus et qui a des mauvaises intentions. En fait, la technologie blockchain, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment comme un tiers de confiance. C'est comme par exemple un notaire dans une transaction, sauf que là en fait tout est informatisé et personne ne peut la modifier parce qu'en fait ce sont des clés. Donc en fait c'est quelque chose qui permet justement d'être comme la monnaie, le bitcoin, d'être réparti entre toutes les personnes avec justement une confiance qui est garantie par cette technologie-là. Et le fait de la rendre open source, ça permettra justement que la cité puisse en fait être gérée que pour le bien commun et que personne ne puisse la pirater ou que personne ne puisse se l'approprier à des fins malveillantes. Après aussi, il y a beaucoup de piratage actuellement pour faire gagner de l'argent, arnaquer les autres. Oui. Et au sein d'une économie basée sur les ressources, il y aurait beaucoup moins de raisons de pirater des gens. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le piratage, il vient toujours d'un motif qui est souvent d'ailleurs financier ou alors malveillant parce qu'il y a une concurrence avec une autre entreprise. Mais dans une société de demain où on n'aurait plus ces problèmes-là, comme par exemple le problème des guerres. Pourquoi il y a des guerres? C'est toujours pour une histoire de ressources. Mais si demain, tout le monde a en fait de quoi vivre correctement, et même avec un niveau de vie qui serait bien plus haut que celui qu'on a actuellement, les gens n'auraient pas d'incitation naturelle à faire ça. Parce que souvent, on fait des projections, les problématiques actuelles, on va les projeter sur l'avenir, et c'est des problématiques du moment qui sont dues à l'organisation de la société du moment. Et si l'organisation de la société change, il y aurait beaucoup de nos comportements qui seraient totalement différents et les questions qu'on se pose maintenant, les futures générations pourraient ne pas se les poser parce qu'il n'y aurait pas lieu d'être. Ces questions n'auraient plus lieu d'être. Tous les problèmes qu'il y a pour l'instant, ils viennent du manque de ressources, du manque d'argent, du manque d'amour, du manque de... Et s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de problème. Ouais, c'est un petit peu ça. En fait, limite, c'est même pas le manque, et ça, je vais y venir. En fait, le problème vient aujourd'hui du système monétaire et de la loi de l'offre et de la demande. Donc, par exemple, je vais parler du revenu de base. Alors, le revenu de base, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent dans la salle. Ouais, vous connaissez le revenu de base. Alors, du coup, nous, on considère que le revenu de base... Alors, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas. Donc, le revenu de base, c'est un mouvement... Alors, c'est très, très populaire dans plein de pays. Qui a pas mal de liens avec ce qu'on dit. Donc eux, en fait, au lieu de donner des ressources gratuitement, ils proposent de donner, par exemple, à tout le monde, quelle que soit notre richesse, qu'on soit Bernard Arnault ou que l'on soit un SDF, un revenu qui permettrait de vivre décemment. Ça pourrait être, alors il y a plusieurs théories, mais ça pourrait être 1 000 €. Et en fait, grâce à ça, ça permettrait... Donc, selon cette théorie, justement, de ne pas avoir l'obligation de travailler et de pouvoir être plus libre et de construire ses projets. En fait, aujourd'hui, on est obligé d'accepter un emploi parce qu'on a un pistolet sur la tempe. Si quelqu'un n'a pas de réserve de côté, il est obligé d'accepter l'emploi qu'il va trouver en fonction de ses capacités. Mais en plus de ça, il va même pas gagner ce qu'il crée vraiment, la richesse qu'il crée vraiment. Il va gagner en fait ce qu'il est capable de négocier par la loi de l'offre et la demande. Si demain on vous propose un SMIC et que vous n'avez pas le choix, le problème c'est que vous allez accepter le SMIC parce qu'en fait c'est pas un vrai jeu d'offre et de la demande. En fait, c'est un jeu de l'offre et de la demande avec un pistolet sur la tête. Parce que si demain, vous n'avez pas de quoi survivre, de vous payer un logement ou de vous payer de quoi nourrir votre famille, vous allez être dans la merde. Donc les gens sont prêts à accepter aujourd'hui le travail le plus mal payé ou le plus ingrat. Et même en fait, quand on a des hautes qualifications, le truc c'est que si le jeu de l'offre et de la demande est biaisé, parce que même si on a un haut salaire, si on a 0, on est quand même un petit peu embêté. Et puis il y a la concurrence des autres salariés qui eux seront prêts à se brader pour avoir tel poste. Et donc du coup les gens sont en fait beaucoup moins payés en réalité que ce qu'ils créent. Le revenu de base, en fait, pour moi, il aurait un gros problème dans sa finalité. C'est qu'en fait, comment se construisent les lois de l'offre et de la demande. Par exemple, pourquoi un loyer à Paris va coûter 700, 800, 1500 €? Pourquoi dans une petite
commune dans la Creuse, ça va coûter beaucoup moins cher. Comment se crée la mécanique des prix? Et bien, en fait, c'est ce que les gens sont prêts à payer. Moi, par exemple, j'étais chez un ami l'autre jour qui habite en banlieue parisienne. Il me dit il y a 40% de mon salaire qui passe dans mon loyer. Donc, il travaille 5 mois à peu près par an pour juste payer son propriétaire qui gagne de l'argent en fait sans travailler. Mais est-ce que ça a cette vraie valeur? En fait, le truc, c'est que les propriétaires vont mettre les loyers le plus haut possible par rapport à ce que eux peuvent avoir. Et comme les gens en fait sont toujours prêts à faire le maximum pour pas être dans la rue, les gens sont capables de payer des loyers exorbitants ou de s'endetter sur 20 ans pour des choses qui n'ont pas ces valeurs. Aujourd'hui, quand on achète des maisons 300, 400 000 euros, alors qu'en réalité, si on enlève toutes les taxes, ça va coûter 30 000 euros, est-ce qu'on marche pas sur la tête? Pourquoi les gens sont obligés de travailler toute leur vie pour s'acheter quelque chose qui pourrait s'acheter finalement en quelques années, et même encore moins d'ailleurs avec l'automatisation. Et donc... le problème du revenu de base, c'est que en fait, tous les prix vont augmenter. Donc ça a été testé dans plusieurs pays et une inflation énorme. Par exemple, pourquoi les loyers ont augmenté, ont doublé depuis les années 2000 ? Pourquoi tous les prix des aliments ont augmenté entre le passage du franc et de l'euro ? Je sais pas, forcément, il y a des gens qui ont connu le franc ici, à part les vraiment plus jeunes. Je pense que vous vous souvenez tout ce qu'on pouvait s'acheter avec 100 francs à l'époque. Donc 15 euros, et qu'on pouvait mettre dans son caddie. Aujourd'hui, on met plus grand-chose avec 15 euros dans son caddie. Et donc le problème du revenu de base, je vais répondre à votre question juste après, le problème du revenu de base, c'est que c'est une idée qui est bonne, qui permet justement de libérer l'humain, qui permet par exemple, si on a un salaire un petit peu de base, on n'est pas obligé d'accepter n'importe quel emploi qu'on va pas aimer, où on va pouvoir justement avoir une négociation avec le patron. Moi, ton salaire, il me plaît pas. Si tu me payes pas un petit peu plus, en plus c'est pas un travail que j'aime trop, je vais aller voir ailleurs. Et donc naturellement, en fait, les salaires seraient rehaussés. D'ailleurs, dans une économie basée sur les ressources, dans la période de transition, les gens en fait auraient un pouvoir de négociation qui leur permettrait justement, parce qu'ils ont ce socle, en fait, ils savent qu'ils vont pas être dans la rue, ils vont pouvoir se nourrir, en fait, ils vont pouvoir choisir leur activité ou négocier leur salaire de manière beaucoup plus juste. Oui, du coup, vous aviez une question ? Oui, le monde de demain que vous présentez depuis le début est très bien. Merci. C'est vrai, je pense en tout cas tout le monde, puisque tout le monde ici aimerait avoir un revenu de base garanti et qui ne met personne en concurrence. Seulement, est-ce que les 1% de la planète qui pose problème, les plus riches, accepteraient d'avoir seulement ce petit revenu de base garanti, mais par là, effacer toutes les injustices qu'ils créent quand on voit leur fortune qui ne sert à rien, puisqu'ils ne porteront pas avec, mais qui appauvrit ou qui n'enrichissent pas aussi le reste de la population, en sachant que les revenus, je crois que de Apple, on peut envoyer payer 3 fois le prix de toutes les Ferrari du monde, envoyer 40 000 tonnes de pommes dans l'espace, payer une prime par an d'1 million, presque 2 millions d'euros à tous les employés d'Apple. Il y a des mesures. Donc est-ce que eux, ils seront d'accord de s'abaisser aussi bas ? C'est ça quelque part. Oui, c'est une très bonne question. Alors juste petite précision, je ne sais pas si je l'ai bien précisé, pour le revenu de base, en fait, c'est un revenu qui est garanti à côté en fait d'une activité. C'est-à-dire que vous pouvez être milliardaire même, vous allez avoir le revenu de base, vous pouvez avoir un autre salaire, vous êtes ingénieur, psychologue, etc. Vous allez avoir votre salaire plus le revenu de base. Donc c'est vraiment cumulable dans ce qui est proposé. Bon, après, il y a plusieurs niveaux de revenus de base, il y a plusieurs théories, il y a des revenus de base variables, mais en tout cas, c'est vraiment le principe. Alors après, votre question donc, est toujours légitime. Est-ce que les puissants vont laisser faire ça ? Non, c'est sûr que ça va pas être facile. Non, mais c'est sûr, parce qu'il y a des gens en fait qui se gavent et qui peuvent se permettre de faire beaucoup de choses sur le dos des autres. Les 1% les plus riches ont capté 82% de la richesse mondiale. Alors c'était en 2017 pour les derniers chiffres que j'ai en tête. Mais effectivement, je pense que quand on a un tel niveau de richesse, on devient un petit peu avare et on n'a pas envie de le perdre. Donc je dis pas que c'est facile. Là, je présente le modèle tel que la société pourrait être au mieux. Mais en fait, ces gens-là, moi, je leur dis en fait qu'ils auraient tout intérêt à vivre dans une économie basée sur les ressources parce qu'ils subissent aussi les problèmes qu'on a actuellement, les villes polluées,
les cancers, ça peut être eux, ça peut être leurs enfants, ça peut être les déchets de plastique quand ils vont à la plage, le fait qu'ils aient un boulot stressant. Il y a beaucoup de gens qui gagnent des fortunes, des traders, etc., mais en fait qui ont un boulot qu'ils n'aiment pas, et ils travaillent 80 heures par semaine, ils parlent qu'à leur ordinateur, et puis en fait, ils ont une vie qui s'est vidée de sens. Combien une vie vaut par rapport à des millions? Et donc du coup, ces gens-là aussi, en plus, doivent avoir une espèce d'image qu'ils doivent se respecter, acheter une grosse voiture par rapport aux collègues, etc. Ils sont pris en fait dans ce cercle vicieux de l'économie basée sur les profits. Donc en fait, même ces gens-là auraient des intérêts à vivre dans cette société-là. Donc je pense que tout le monde aurait cet intérêt-là. Mais ça va pas être facile, c'est sûr. Oui. C'est pas parce qu'on a des millions qu'on est heureux. Oui, exactement, c'est ça. L'argent, ça fait pas tout, quoi. L'argent, ça fait vraiment pas tout. Alors, je me suis un petit peu perdu dans le fil de ce que je voulais donner, mais je pense notamment au système éducatif. Mais avant, je vais répondre aux questions. Il me restait une dernière question vis-à-vis du revenu de base. L'idée est super intéressante. Ce que je me demande, c'est d'où est-ce qu'on tirerait de l'argent pour le mettre en place, en fait. Alors donc ça, il y a des gens qui ont vraiment, qui se sont penchés là-dessus, qui ont fait les calculs. Alors notamment, ce serait financé par la TVA, qui serait augmentée. En tout cas, je ne pourrais pas répondre dans les détails techniquement, mais j'ai lu des rapports dessus. En fait, il y a beaucoup d'économistes qui ont montré que c'était possible. Et en plus, ça créerait un regain de créativité. Parce que justement, beaucoup de gens ont des idées d'entreprise, beaucoup de gens veulent créer un métier qu'ils aiment ou des activités, mais ils peuvent pas parce qu'ils sont pris en tenaille par la crainte en fait de pas avoir de quoi survivre demain. Donc si demain ils savent qu'ils ont au moins cette sécurité-là, que ce soit dans le BR avec au moins les ressources ou avec l'argent, ça permet en fait de développer tout l'entrepreneuriat et toutes les bonnes idées. Donc ça va créer de la richesse. Oui, Giovanni. Oui, si je peux me permettre, je sais pas si c'était clair ou si c'est moi qui me trompe, mais le revenu de base et l'économie basée sur les ressources, on est d'accord que c'est deux choses bien distinctes. Ouais, ça permettrait de transitionner l'une vers l'autre, mais c'est par rapport aussi à votre intervention. C'est-à-dire que dans l'économie basée sur les ressources, ce qu'explique Jacques Fresco, c'est que la majorité des gens vivraient, un peu comme les millionnaires d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait du coup une sorte d'abondance, de liberté, de temps, on aurait accès à toutes les ressources. Toutes les ressources seraient horizontalement délivrées à tout le monde. Et donc, c'est-à-dire que même nous, aujourd'hui, on vivrait comme les millionnaires d'aujourd'hui, quoi, demain. C'est un peu ça qu'il explique. Donc, c'est la distinction entre les niveaux de richesse va s'aplanir. Et puis après, j'ai envie de dire que déjà, il y a beaucoup de gens parmi les plus riches qui contribuent déjà plus ou moins à mettre ça en place parce que quand on voit les travaux d'Elon Musk ou de tous les gens de la Silicon Valley et tout ça qui essayent de mettre en place des technologies qui vont servir au Venus Project à terme, c'est plutôt positif sur certains aspects. Et puis après, j'aurais envie de conclure en disant que tout le monde est mortel et que Bill Gates a dit qu'il allait donner 90% de sa fortune à sa mort, on a hâte. Donc voilà, et même les plus riches sont mortels. Et puis on parle d'une transformation de la société qui va s'opérer qui peut s'opérer rapidement, mais qui s'opérerait probablement sur des décennies. L'idée, c'est d'avoir un horizon, et ces gens-là, ils vont devoir s'adapter. À un moment donné, ils n'auront plus le choix, je pense. Pour rebondir sur ce qu'a dit Giovanni, on pourrait vivre, même tout le monde pourrait vivre beaucoup mieux que les millionnaires actuellement. Le niveau de vie des millionnaires, on pourrait avoir des conditions de vie largement meilleures. C'est comme par exemple les rois à l'époque, c'était les plus riches, ils avaient le plus de privilèges, et on vit beaucoup mieux qu'actuellement. Donc on pourrait tous largement augmenter notre niveau de vie que les millionnaires. Imaginez une vie dans une économie basée sur les ressources. En fait, déjà, vous pourriez passer le temps que vous voulez avec votre famille, travailler le temps que vous voulez sur des activités que vous voulez, passer le temps que vous voulez à voyager, à voir vos amis, à vous intéresser aux sujets qui vous plaisent, à faire du sport, du développement personnel, à vous intéresser aux choses qui vous passionnent et qui ont du sens pour vous. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est vraiment en fait ce que les gens très très riches aujourd'hui peuvent se permettre s'ils ne travaillent plus. Et demain, en fait, ce serait vraiment accessible à tous. Et pour revenir sur le revenu de base, en fait, effectivement, comme je disais, c'est pas l'EBR, mais moi je pense que c'est complémentaire de l'EBR. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'en fait on ait accès à ces ressources-là, on a besoin de créer des nouvelles villes.
Mais le but, en fait, ce serait déjà de créer la première ville et puis que ces modèles-là se développent. Il faut savoir que la taille des villes va augmenter de 30% dans les 20 prochaines années. Donc déjà, au lieu de continuer à construire des villes sur des villes mal construites comme ça, dans le monde politique, on devrait plutôt commencer à construire des villes bien faites plutôt que de rester sur des villes pleines d'embouteillages qui sont polluées, mal gérées. Donc déjà, construire des nouvelles villes avec les nouveaux arrivants, que ce soit la natalité ou les gens qui viennent, l'urbanisation, tout simplement. Et voilà, donc en fait, dans ces villes-là, on pourrait fournir, grâce à la technologie, les ressources de base en attendant. Mais pour les gens qui sont encore dans les anciennes villes, le revenu de base pourrait être vraiment, lui, intéressant. Et ce serait une étape transitoire en attendant justement que même dans ces villes-là, on améliore les moyens de production pour donner gratuitement aux gens les ressources et qu'après, sur des décennies, on migre dans des nouvelles villes. Mais je pense, comme je disais, que c'est pas une bonne finalité. Parce qu'imaginez dans un monde où demain, il y aura les robots, où les gens qui posséderont toutes les grandes entreprises, l'intelligence artificielle, les robots, il y aura des gens qui seront super, super riches, il y aura même des trilliardaires, et puis il y aura des gens qui auront à peine juste de quoi survivre avec leur revenu de base, qui seront la grande majorité de la population, et puis en plus avec des prix qui augmentent, et en plus, quand ils vont acheter les choses, ça va aller à des grandes compagnies, Coca-Cola, Nestlé, des gens pas forcément respectueux de l'environnement, ou à des propriétaires pour payer des loyers, et c'est pas forcément avec un revenu de base que finalement la société va bien vivre. Donc le revenu de base, il est intéressant en transition pour une EBR. Oui. Je voudrais poser une question, puis essayer de répondre à une question qui me semblait sous-jacente dans ce qu'elle disait là, tout à l'heure sur les 1%. Moi, j'ai cette conviction que il faut boycotter pour qu'ils perdent leurs privilèges, de toute façon, à bout d'un moment. Mais pour ça, il faut des alternatives, ce qui nous manque souvent. Ce que vous proposez, c'en est une. Donc, peut-être que, à terme, ça répond à la question de la différence entre les... Mais moi, du coup, c'est la transition. Est-ce que vous avez déjà quelque chose? Vous faites que des conférences? Vous avez des quartiers pilotes qui existent déjà? Alors du coup, en fait, on a un plan de financement. Là, la première ville, en fait, la première ville test doit émerger en 2028. Donc en fait, on a un mouvement qui est dans 60 pays. En fait, c'est un mouvement qui est très connu. Si on cumule tous les gens qui sont partisans de l'EBR, que ce soit donc le mouvement Zeitgeist, le Venus Project, Trom, Ubuntu, des choses comme ça, on a plus de 810 000 likes sur Facebook. Donc on est à 250 millions de vues, tout confondu, dans tous les médias. Donc c'est quand même une force majeure. Il n'y a aucun groupe politique en France qui a autant de likes sur Facebook. Donc c'est quand même pas un petit mouvement. Et le but, c'est de le faire connaître. Donc moi, là, le but que je me suis lancé, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, c'est de le faire connaître partout en France, d'améliorer ce qu'il y a à améliorer, parce qu'il y a plein de choses que j'aime pas. J'aime pas le nom Vénus, Venus Project. Moi, je trouve pas le nom fou. Je trouve que ça fait planète Vénus, ça fait un peu secte. J'aime pas trop le nom. Donc voilà, ça, c'est des choses à changer. J'aime pas forcément les designs de la ville. Et je pense qu'il y a plein de choses à améliorer, avec des idées justement complémentaires de démocratie, de revenus de base. Mais le but, c'est de le faire connaître, après de se présenter en politique ou de faire financer justement la première ville. Mais il y a plein d'actions, il n'y a pas que nous. Il y a des gens, regardez ce que fait Motrice à l'échelle locale sur Metz. Il y a des gens les mouvements permaculture, Colibri. Il y a les banques comme les banques éthiques comme la Nef. Il y a plein de choses. Oui. Oui, non, moi j'ai juste une question parce que vous êtes en train de dire que vous êtes en train de faire un prototype, entre guillemets, c'est un prototype finalement un test. Donc ça veut dire que vous allez entre guillemets encore urbaniser une zone qui est totalement naturelle. Je veux dire, pourquoi créer finalement plein de nouvelles villes, parce qu'on a déjà eu l'histoire de nouvelles villes qui ont existé, ça a été un fiasco complet, les gens ne se battent, ça ne marche pas. Donc, là, pourquoi ne pas essayer déjà un peu améliorer ce qu'on a? Je veux dire, on a plein de bâtis qui restent, les gens construisent, mais on a plein de bâtis dans les villes qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas rénovés, qui sont pas... Il y aurait plein de choses, il y a plein de choses, il y a la construction passive aussi, il y a énormément de choses. Il n'y a pas de micro. Je parle pas assez fort? Il n'y a pas du tout. Ah, pardon. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va passer le micro dans la salle et nous, on va parler avec celui-là. Non, mais j'avais une question. Du coup, je disais que de recréer des zones où on va réurbaniser dans des endroits alors qu'on a déjà beaucoup trop on s'éparpille partout, alors qu'on a des zones encore qui sont sauvegardées, on devrait peut-être les garder et peut-être d'abord
regarder ce qu'on peut faire à notre échelle. Qu'est-ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on peut améliorer déjà sur place. On a plein de bâtis qui sont vides en centre-ville, alors qu'on commence à encore faire des lotissements à l'extérieur. Enfin, c'est ça un peu qui me gêne. Je me dis, en fait, là, j'ai l'impression d'être un peu dans un film de science-fiction, en fait, où c'est un peu l'idéal et on abandonne un peu, on laisse mourir les choses qui sont déjà faites parce que c'est pas bien et on invente tout nouveau, quoi. On refait. Et ça fait un peu peur comme ça. Enfin, je me dis, pourquoi on n'essaye pas de faire des petites choses? On met pas un grand coup déjà dans ce qu'il y a déjà de fait sur place, en fait. Voilà, c'était ça. Il y a des choses... Alors, attendez, je ne vais pas parler trop fort. Il y a des choses intéressantes dans ce que vous dites. En fait, comme vous pouvez voir sur l'image, en fait, c'est pas vrai du tout qu'on va pas mettre de nature. Regardez, il y a de la nature partout. Non, mais, oui. Ensuite, aujourd'hui, dans les... Oui, je sais. Attendez, je vais finir. Bon. Laissez-moi finir. Aujourd'hui, vous regardez, tout est bouffé par les champs en France. On a détruit en fait toute la nature. Donc ça va être reboisé, ça va être redonné à la nature. Donc on aura plus de nature, d'accord ? On aura des villes qui détruisent moins la nature parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 75% de la pollution. Donc ça sert à rien de rester sur un mauvais système qui pollue alors qu'on détruit déjà assez la planète. Ensuite, ce que vous dites, ça n'empêche pas que ce soit faisable. Je dis pas que c'est des solutions qui sont complémentaires. Je dis juste que déjà, s'il y a des nouvelles populations qui arrivent, ça sert à rien s'il y aura plus de monde de construire sur des villes mal faites. Ensuite, on va pas raser toutes les villes. En fait, ce sera des choses qui seront progressives. On peut bien sûr améliorer les anciennes villes et c'est des solutions qui sont tout à fait compatibles. Mais bien sûr, les zones naturelles seront respectées. La nature, c'est le but principal et respecté. Dès qu'il y a des zones avec une biodiversité incroyable, c'est respecté. Le but, c'est même justement que la nature reprenne encore plus ses droits. Donc, moi, je ne vois pas de problème et d'incompatibilité avec tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais en fait, ce qu'elle essaye de dire, on en parle depuis tout à l'heure, c'est de dire, mais la ville, elle va être construite quelque part. Ces nouvelles villes vont être construites quelque part. Donc, elles seront construites sur des terres agricoles, sur des milieux naturels. Elles vont être construites sur du terrain, du foncier. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je parle aussi de par mon métier. On essaye, en fait, on est un peu dans l'urbanisme. Et en fait, notre but, nous, ce qu'on essaye de faire depuis des années, c'est que les gens arrêtent de s'étaler, de construire, d'urbaniser. Et du coup, c'est de consommer du terrain, du foncier. Mais du coup, ces villes-là vont être construites sur ce foncier, sur ces terrains. Alors, et en fait, on va abandonner ce qu'on a actuellement. Par exemple, dans votre vision, cet amphithéâtre, un jour, va être délaissé comme il est. Et voilà, quoi. Alors, si on a bien compris ce que vous expliquez. Oui. Alors, le truc, c'est que, évidemment, on ne va pas détruire par exemple, s'il y a une réserve naturelle qui est déjà super boisée avec une biodiversité incroyable, pourquoi on irait faire ça? On ferait les choses de manière intelligente. On ferait ça forcément sur un terrain qui est en jachère agricole, qu'on récupérerait pour justement le reboiser à l'intérieur des villes. Donc, en fait, on fera que du plus, que du positif par rapport à ce que vous dites, parce qu'en plus, on va rationaliser et améliorer les techniques d'agriculture. Donc, de toute façon, il y aura plus de nature qu'avant. Ensuite, il y a des modèles, justement, je voulais y venir. On peut faire des villes sur la mer pour alléger ce qu'il y a déjà sur Terre. Le problème, en fait, dans ce que vous proposez, c'est que si on reste sur les anciens modèles de ville, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce qu'on aura toujours des embouteillages, on aura toujours de la pollution, on n'aura pas des moyens de production efficace pour pouvoir nourrir les gens gratuitement. Il va y avoir des coûts de transport parce que ce ne sera pas aussi efficace. Il va y avoir donc justement un monde qui va rester tel qu'il est aujourd'hui, avec une destruction de la nature et avec des gens qui font des métiers qu'ils n'aiment pas. Et après aussi, on a des fois des visions à très court terme, et si on voit à l'échelle de l'humanité, pourquoi pas ici, dans 400 ans, en fait, ça pourrait devenir une forêt. Bon. S'il y a d'autres villes qui sont créées, ça pourrait être dans des villes plus fonctionnelles et les villes actuelles seraient abandonnées, on pourrait récupérer les ressources. Et puis les villes actuelles, ça, à plus long terme, ça peut redevenir la végétation. On pourrait même aider à la végétation à revenir dans ces villes et il n'y aurait plus de villes, ça serait de la nature à terme. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu donc, des images en fait. Donc ça, c'est un architecte que j'aime beaucoup, on va répondre aux questions, qui s'appelle Vincent Caillebout. Donc moi, je préfère ses designs à ceux du Venus Project. En fait, c'est des designs avec... Alors ça, c'est Singapour, donc ça existe en vrai, j'y étais il y a quelques jours. Donc j'ai bien aimé. Donc il y avait vraiment de la nature partout. Donc ça, c'est des choses qui existent en vrai. Alors ça, c'est Auroville, en fait, c'est pour vous montrer que des systèmes de ville, en fait, intelligentes, ça a déjà pu exister par le passé. Donc en fait, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Donc voilà, en fait, on peut, se donner des bonnes idées pour construire des choses avec de la nature. Il y a des gens, du coup, qui veulent... Pardon. Alors ma question est un petit peu différente.
les changements se font toujours dans la douleur, malheureusement. Hein, c'est toujours... Et la question que je me pose, c'est, bon, on sait que le passage en GBR, moi je suis convaincu que c'est nécessaire et que ça ne va pas se faire facilement. Et on sait aussi que le système fractionnaire, enfin, on va se planter, hein, je pense que c'est ça. La question, comment passer en douceur à ce système sans des milliers de morts, des désastres, enfin tout ce qui est marqué dans l'histoire. Hein. Chaque fois, les changements se passent malheureusement dans des horreurs. Et voilà, c'est ma question. Comment pourrait-on faire pour que ça se passe en douceur et d'une manière beaucoup plus pacifiste que par une révolution ou je ne sais pas quoi? Justement, déjà, il y a tous les problèmes là, en fait, de ressources naturelles, et toutes les théories de la collapsologie, où on dit que les abeilles vont disparaître, les gens, en fait, ça va être des guerres civiles à l'intérieur des pays. On a quand même déjà énormément de mouvements sociaux dans tous les pays à travers la planète, avec des écarts de richesse qui se creusent. Donc aujourd'hui, on est vraiment... on arrive, je pense, au bout d'un modèle, au bout de l'économie basée sur les profits, qui génère tous les problèmes de la planète. Et le but, effectivement, ce serait de le faire le plus possible dans la douceur. Hein. Alors moi, je pense que le but, ce serait de faire connaître l'économie basée sur les ressources et que justement, y ait des listes qui puissent se présenter en politique ou des financements qui puissent se faire et que les bonnes idées soient prises là où elles peuvent l'être. Malheureusement, du coup, ça demande du temps et des ressources. J'espère qu'on pourra le faire à temps. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la situation est de plus en plus catastrophique. Je ne peux pas prédire l'avenir. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais souhaitons qu'il y ait le moins de guerres et de morts possibles. Mais c'est vrai qu'on ne peut rien garantir, malheureusement. Oui. Moi, j'ai une question qui vient un petit peu à la suite de ce qui est dit là. Il me semble que ce système... Bon, il y a des choses qui, visuellement, ça ne me plaît pas plus que ça. Mais je suis d'accord avec vous. On a besoin d'un bon graphiste. Sur l'idée, on a envie d'y croire. Il me semble que ça ne peut fonctionner que si on abandonne toute velléité de propriété. Je ne vois pas, je vois pas comment ça peut fonctionner autrement. Oui, c'est vrai, c'est ça en fait. Dans les villes, il n'y aurait plus de propriété. Vous parlez de robots, donc on est là sur des machines hyper sophistiquées qu'il faut inventer, qu'il faut mettre au point, qu'il faut financer, qu'il faut fabriquer. Je ne comprends pas très bien qui finance ces machines, qui finance la recherche sur ces machines. Elles n'appartiennent à personne, donc c'est une grande communauté où tout appartient à tout le monde. Franchement, j'y crois qu'à moitié, parce que l'être humain, à la base, il aime bien cacher ses cacahuètes quelque part, quoi. Je ne crois pas trop à cette immense communauté où il n'y a plus de propriété, on ne thésaurise plus rien. Franchement, je sais pas, est-ce que par exemple quand vous alliez en cours au lycée, vous voliez les chaises, vous voliez les ordinateurs si on avait assez pour tout le monde pour travailler? Est-ce que s'il y a des Vélib dans la rue, les gens vont tous les stocker dans leur garage? Vous savez, quand on donne accès aux gens aux choses et qu'ils peuvent en bénéficier, en fait, ils n'ont pas besoin de plus. Pourquoi voler quelque chose qu'on a déjà? On va aller dans la rue d'à côté, on va trouver un Vélib. Le problème, c'est qu'en fait, ça, c'est un comportement qui se passe dans la société actuelle parce qu'on a peur de manquer ou parce qu'on veut toujours plus. Parce qu'on est dans une société, en fait, du matérialisme et de la surconsommation. On veut la plus grosse voiture, on veut la plus grosse maison. Mais en fait, c'est pas ça qui fait le bonheur des gens. L'idée de base, elle est très belle. Le communisme aussi, au départ, c'est une idée très, très belle. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'exemple que sur le long terme, ça a fonctionné, puisque voilà, l'être humain est ce qu'il est. En fait, le communisme se différencie de l'économie basée sur les ressources sur plein d'aspects. Déjà, il n'y a pas de dictature du prolétariat, il n'y a pas de goulag, déjà, pour commencer. Hein. Mais ensuite, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'argent et il n'y a pas de notion de rareté. On crée une économie d'abondance. Ce qui fait qu'en fait, il y a des tensions, c'est à chaque fois les tensions au niveau des ressources. Tout se fait à ce niveau-là. Donc en fait, on passe à un stade qui est au-dessus. Et c'est pas parce que quelque chose n'a pas marché. Alors en plus, là, on est dans quelque chose qui est quand même bien meilleur. C'est pas parce qu'on a essayé une fois quelque chose qu'on va dire ça marchera jamais. Par exemple, les frères Wright qui ont fait voler le premier avion, ils ont dû faire 114 essais avant que le premier avion décolle. Donc l'argument, et je dis pas que c'est le vôtre, mais c'est vrai qu'on entend cet argument. Oui, mais regardez Auroville, regardez ça va pas marcher. Mais c'est pas parce que quelque chose qui n'était pas forcément au point à l'époque n'a pas marché qu'on peut pas le faire fonctionner. Tout à fait d'accord.
Oui, non, il y a pas, c'est évident. Mais bon, je sais plus. D'autant que le communisme n'a jamais été appliqué de manière démocratique. Oui, il y a un documentaire là-dessus qui montre qu'en fait l'idéal communiste, c'est même pas quelque chose dont on fait forcément l'apologie, on veut faire quelque chose de mieux, mais n'a jamais vraiment été appliqué au cours de l'histoire. Donc, mais bon, c'est sûr qu'on va pas vanter les mérites de l'URSS. Hein, c'est sûr que c'était pas une très belle période et c'est vraiment pas du tout ce qui est présenté, quoi. Mais vous n'avez pas répondu sur justement ces propriétés de ces... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Oui, en fait, du coup, tout serait basé sur l'open source et le format non propriétaire. Donc, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui sur Linux, Wikipédia ou toutes les machines. Par exemple, aujourd'hui, on peut télécharger plein de plans de choses qu'on peut imprimer en 3D sur des sites comme Thingiverse ou des choses comme ça. Et en fait, on peut les imprimer gratuitement chez soi, une guitare, un vélo, un porte-manteau, etc. En fait, tout est mis gratuitement à la disposition des gens. Et en fait, aujourd'hui, on a déjà les plans de tout, de ce dont on a besoin. En fait, tout ça serait mis en commun et en fait, on aurait juste à les télécharger pour pouvoir l'imprimer ou pour pouvoir utiliser les plans. Et puis, les gens sont créatifs pour inventer de nouvelles choses, mais ces choses-là, on les a déjà finalement. C'est pas des richesses qu'on a besoin de créer. On a déjà toute l'abondance et la richesse nécessaire pour pouvoir offrir une belle vie à tout le monde aujourd'hui. Et ensuite, un robot coûtera beaucoup moins cher qu'un employé qui fait un travail inutile toute sa vie. Juste pour revenir sur ça, on parle de chômage. Le chômage, on dit oui, les robots prennent nos emplois. Bon, la preuve qu'en fait, le but, c'est qu'ils nous libèrent. Mais le chômage, c'est un faux problème. À l'époque de la Commune, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils payaient des gens pour creuser des trous et les reboucher. Et c'est des gens qui servent à rien. Et aujourd'hui, il y a plein de gens en fait, qui font des métiers qui sont aussi inutiles. Et en plus, on les paye, finalement. Et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin dans justement le bien-être de tout le monde. Oui, d'autres questions ? C'est justement le but de ma question. Est-ce qu'il y a eu des études sur l'impact psychologique de ne plus avoir de travail ? Puisqu'on nous a bassinés pendant des années que si on n'avait pas de boulot, on ne valait rien. Donc, est-ce qu'il y a eu... Alors, je voulais y venir. Alors, je pense que les gens, en fait, ils vont pas du tout rester sur leur canapé. Alors, il y a une petite image qui l'illustre. Ils vont pas du tout rester sur leur canapé à rien faire et à se dire, voilà, moi, ma vie, ça va être ça. Je pense que personne n'a envie de ça. Les gens, en fait, ils ont des aspirations, ils ont en fait des buts. Et donc, du coup, il y a eu des études qui ont été conduites par des économistes là-dessus, donc du MIT, de l'université de Chicago et de Carnegie Mellon. Et donc, en fait, on a pris des groupes d'étudiants et on leur a fait faire des tâches et on essayait de voir si l'incitation monétaire était meilleure en fait que l'incitation créative. Donc, on a réparti les étudiants en plusieurs groupes. Donc, il y avait des étudiants qui étaient chargés de faire des tâches assez rébarbatives, mécaniques, répétitives, etc. Et donc, on essayait de leur promettre donc, un prize money et on essayait de voir comment ils allaient faire sans prize money, sans récompense monétaire, excusez-moi. Et donc, effectivement, sur ces tâches-là, l'incitation financière marchait. Par contre, pour tout ce qui était tâches créatives, donc en fait où il y avait un but et un sens, ça pouvait être par exemple essayer de nous peindre le meilleur tableau, essayer de trouver la meilleure solution à ce puzzle 3D, essayer de trouver la solution pour amener cette barque à travers le lac le plus rapidement possible en créant tel moteur. Et ben en fait on a remarqué que plus les gens avaient d'incitation monétaire, moins ils étaient productifs. Et en fait, on a montré que les gens, dès qu'ils avaient un sens et dès qu'ils pouvaient se sentir valorisés par un travail, ils le faisaient mieux. Et il y a une compagnie australienne, justement, qui s'appelle Atlantean, qui a fait un projet comme ça. En fait, ils ont laissé tous leurs employés pendant 24 heures. Ils leur ont dit, vous faites ce que vous voulez, vous faites le projet que vous voulez. Ça peut être sur une idée nouvelle que vous avez, sur un problème qu'on a dans l'entreprise. Et à la fin, la seule obligation que vous avez, c'est qu'on fait un grand goûter, un peu festif, on prend des bières, des gâteaux, etc. Et vous devez le présenter devant tout le monde pour savoir qu'est-ce que vous avez réussi à trouver comme bonne idée. Et en fait, ils ont réussi en moins de 24 heures à résoudre des problèmes qu'ils n'avaient pas résolus depuis 3 ans. Ils ont trouvé des nouvelles idées de logiciels qui ont absolument cartonné dans la boîte. En fait, ils ont vu que l'humain avait cette capacité et cette volonté de créer. Quand on lui donne son autonomie, quand on lui donne le plaisir de pouvoir créer des choses, en fait, il va faire des choses comme Tesla, Einstein, Pasteur, etc. Les gens ne faisaient pas ça pour l'argent. En fait, ils faisaient ça parce qu'ils aimaient avoir une maîtrise sur ce qu'ils faisaient. Ils aimaient avoir du sens. Et les gens, en fait, ils n'ont pas que des besoins basiques, se nourrir et dormir. En fait, ils veulent créer des choses qui ont du sens. Donc les gens, bien sûr, je dis pas que passer du temps devant Netflix ou devant la télé pour se reposer, c'est pas bien. Mais je pense que les gens vont vouloir
plus. Et justement, en fait, les développements scientifiques, les découvertes vont vraiment grandement s'améliorer dans une économie basée sur les ressources parce qu'on va justement avoir un potentiel de créativité, de libération qui va pouvoir vraiment s'exprimer. Et donc, ça a été montré justement dans ces études scientifiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être des gens qui n'ont pas encore posé de questions. Moi, je veux d'abord compléter ce que vous venez de dire. J'ai lu beaucoup de choses sur la motivation des personnes et comment donner envie. Et c'est vrai que le meilleur moteur qui existe pour l'humain, c'est l'enthousiasme. Quand vous avez de l'enthousiasme, vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Et qu'est-ce qui nous donne envie d'aller sur Netflix ou d'aller jouer sur la console ou d'être sur notre portable ? C'est la fatigue. On en a marre et on a envie de se réfugier dans quelque chose qui n'existe pas. Mais quand on n'a pas cette fatigue et quand on a l'enthousiasme, jamais de la vie on irait sur Netflix, par exemple. Donc ça, c'est juste pour apporter une... Ouais, c'est vrai. Et j'avais 2-3 questions. C'est à quelle échelle vous voyez une ville du Venus Project, humaine ou pas ? Enfin, quand je dis humaine ou pas, moi je m'entends. Et combien pourrait coûter la première ville ? Parce qu'il faudrait, je pense, l'acheter, la première, parce que c'est clair qu'à terme, je vois l'idée tout à fait possible. Et c'est vrai qu'il faut sortir des idées qu'on a aujourd'hui de la propriété. Et pour répondre aussi à vous, madame, je connais des lieux qui marchent sans propriété, qui fonctionnent très bien. Ça existe de plus en plus, en fait. Où les gens... Non, mais juste pour vous dire que l'humain... En fait, l'humain a besoin de sécurité. Ça, c'est clair. On a tous besoin de sécurité. Quand on n'a pas cette sécurité, on est prêt à tout. Quand on l'a, tout va bien. Et une économie basée sur les ressources, on a cette sécurité qui est faite par tout le monde, en fait. C'est comme si tout le monde était lié, au lieu de justement casser ces liens pour essayer de trouver notre besoin de sécurité ailleurs, par l'argent, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on a. C'est, si on a de l'argent, on a cette sécurité. On nous fait croire que si on a l'argent, on a cette sécurité, mais ce qu'on nous dit, ce qui est vicieux, c'est que derrière l'argent, il y a aussi des personnes. On nous fait croire qu'on n'est pas lié, mais en fait, on est complètement lié. Et si on casse cette image qu'on n'a pas besoin des autres pour s'en sortir, et qu'on a justement besoin des autres pour se sentir en sécurité, on a envie, on a l'enthousiasme justement de faire ensemble, de ne pas avoir besoin d'aller voler quoi que ce soit, parce qu'on sait que ce lien est beaucoup plus fort que le lien qu'on a avec l'argent. Il n'y a rien d'autre à ajouter, c'était très bien Donc dit. je voulais demander sur la taille d'une ville potentielle. Donc en fait, combien coûterait la première ville ? Je pose mes questions après. Oui, bien sûr, allez-y. Ouais. Combien coûterait la première ville ? Parce que j'imagine que c'est dans les papiers, sinon c'est pas possible. Et est-ce qu'il y a des stratégies bien définies aujourd'hui ? Est-ce que des gens réfléchissent à une stratégie de faire changer la société, enfin faire changer, j'aime pas le mot là, mais montrer assez l'exemple pour que la société ait envie de changer, ait envie d'aller là-dedans. Donc j'imagine d'abord faire connaître le projet et j'aimerais bien connaître la suite, quoi. Alors du coup, la ville type, en fait, c'est des modèles à peu près de 100 000 habitants. Mais évidemment, ça s'adapte en fonction. En fait, on fera un grand recensement de population et des ressources. Ça s'adapte en fonction des ressources, en fonction des densités de population. Si une ville a besoin pour la même surface de plus d'habitants, on peut faire des habitations plus hautes avec des immeubles, donc justement pour avoir une plus grande densité. Mais le but, c'est de pas faire des mégapoles justement qui seraient invivables, avec justement quelque chose qui éloigne trop les gens. On veut des choses qui restent à taille humaine. Donc on a prévu le premier centre, la première ville test en fait qui serait pour 2028, qui coûte donc 23 millions d'euros. Et celle-là en fait c'est pas vraiment une ville, en fait c'est plus un mini centre sous forme de centre de conférence, de parc d'attractions avec des habitations, avec déjà toute la technologie pour l'hydroponie, pour les choses de base, les transports, pour montrer un petit peu comment on peut faire. Donc c'est un peu une mini ville test. Et celle-là donc on prévoit de la faire en 2028. Alors le nombre d'habitants, je ne l'ai même pas, mais ça, ce serait les gens qui y travailleraient, je pense, c'est quelques, peut-être 10 000 peut-être, je ne veux pas dire de bêtises. Donc là, ça c'est plus quelque chose pour montrer un modèle, pour montrer aux gens en fait ce qu'on peut faire, pour pas rester dans les mêmes schémas, en fait, les mêmes villes embouteillées, les mêmes choses qui sont mal faites. Après, donc les villes, par exemple, la première ville de 100 000 habitants, on parle d'un budget de 20 milliards. Le truc, c'est que aujourd'hui, les gens ils les sortent. Là, en Corée, ils sont en train de faire juste un quartier d'affaires sans voiture qui coûte 40 milliards. En fait, le problème, c'est qu'on n'a même pas forcément besoin d'argent. La seule chose dont on a besoin, ce sont des ressources. Par exemple, si un architecte ou des équipes d'ingénieurs travaillent pour pouvoir faire cette ville-là, on peut leur donner en échange justement un accès à ces villes-là et justement un très haut niveau de vie. Donc ça peut être sous forme aussi d'échange. Le but, de toute façon, c'est
soit d'avoir des très hauts financements, soit d'accéder au pouvoir politique, parce que là justement on peut justement se permettre, parce qu'on a des sommes qui font qu'on peut créer des jolis projets, quoi. Donc quel est le plan ? Moi je pense déjà faire connaître, parce que ça sert à rien de se présenter en politique si c'est pour faire 1%. Donc déjà le but serait de faire un film, à mon avis. Il y a plusieurs films, je pourrais donner les références, mais même un film encore mieux que ce qui a été fait pour montrer comment la vie serait pour les gens dans une économie basée sur les ressources, quel serait le quotidien des gens. Ça, ce serait vraiment quelque chose à faire. Et diffuser le film auprès des gens, des gilets jaunes, des mouvements altermondialistes, auprès des médias, etc. Donc ça, ce serait une bonne stratégie. Et puis après, justement, récolter des investissements sous forme d'association, réinvestir dans ces projets-là, et puis se présenter en politique une fois que le projet est connu. De toute façon, le but, c'est de se dire comment on va faire. Parce que là, on est très très mal parti. Si on continue comme ça, à ce rythme-là, on va détruire la planète. On n'aura plus d'abeilles, on n'aura plus de pollinisation, on n'aura plus de plantes, les animaux vont disparaître. En 2030, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Les gens, ils ont des vies qu'ils n'aiment pas forcément. Quand est-ce qu'on s'arrête, quoi ? Quand est-ce qu'on arrive à autre chose ? Donc il y a bien un moment où les gens vont devoir se réveiller. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pour compléter, si je ne dis pas de bêtises, je pense que The Venus Project a pour objectif de mettre cette première ville en place et après que ça soit multipliable facilement, qu'il y ait une deuxième, une troisième, une quatrième et que petit à petit, que les personnes puissent... Parce que comment démoder le système actuel, c'est en proposant des solutions judicieuses, avantageuses pour les personnes et qui puissent avoir le choix de dire mon style de vie là, j'en veux plus, je change. Et petit à petit, on se désintéresse du modèle actuel, on se désintéresse de l'argent et des grosses fortunes, on n'y prête plus attention, on prête plus attention au modèle politique actuel et on crée ces nouvelles réalités. Et ça peut se faire comme ça aussi, le basculement progressivement au fur et à mesure avec de nouvelles villes. Il y avait une question. Oui, c'est une bonne stratégie de passer par la politique alors que les lobbies contrôlent totalement ce système. C'est une bonne question. Après, moi, je sais que j'aimerais bien aller au municipal déjà, et puis après, pouvoir plus. En fait, ce qui est bien, c'est que ça peut au moins faire connaître le projet. Donc, au pire, ça mange pas de pain. Au pire, on ne perd rien. Donc, je me dis, tant qu'il y a quelque chose à prendre pour gagner en autorité, c'est bien. Après, je dis pas que c'est. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer hors du politique aussi. On peut réussir à créer cette première ville avec des gens motivés. Ça s'est fait à Auroville. Donc il n'y a pas forcément besoin de la politique, et c'est ça qui est intéressant, il y a plusieurs stratégies, mais je suis d'accord avec vous, c'est pas facile avec les lobbies. Tout ce que vous proposez, ce sont des hypothèses, des projets. Par exemple, il y a des gens qui ne seraient pas d'accord pour l'hydroponie, qui aimeraient plus de la permaculture. Après, si on imagine une société où les gens puissent faire ce qu'ils aiment, on peut imaginer des gens qui soient passionnés par la permaculture et qui puissent être fermiers, par exemple. Mais ça reste toujours des exemples, et ça reste aussi beaucoup d'optimisme. On voit dans nos sociétés même des objets qui sont à disposition de tout le monde, comme les vélos, les Vélib et compagnie. Ils sont à disposition et pourtant les gens, ils n'ont rien à gagner, mais ils détruisent, ils détériorent. Ils les jettent, peut-être qu'il y a un manque d'éducation, mais il y a toujours, des fois, il y aura sûrement des gens qui seront malveillants. Dans la société que vous décrivez, ça reste quand même extrêmement optimiste parce que ça veut dire que tout le monde est au même niveau. Je dis pas, je suis absolument d'accord. Moi, j'aimerais beaucoup une société égalitaire, équitable, enfin quelque chose comme ça. Mais comment lutter contre les gens qui pourraient être malveillants par ennui, par envie ? Parce que ça existe, malheureusement. Alors, il y a des solutions. En fait, par exemple, on pourrait mettre... Aujourd'hui, malheureusement, il y a de la répression. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est trop fort, si je parle comme ça. Il y a de la répression. Par exemple, si on fait quelque chose de mal, on peut avoir une répression policière, etc. Je pense qu'on peut mettre un système d'incitation négative qui fait que, par exemple, si on doit réserver son Vélib, on pourrait le faire, par exemple, avec une puce ou avec son téléphone portable. Et si on le dégrade, par exemple, on pourrait avoir un malus. Ou si, par exemple, on a à sa disposition de grands supermarchés où on a juste à aller prendre les produits et que quelqu'un, je ne sais pas pour quelle raison, voudrait voler toutes les oranges, en fait, il y a des magasins là qui font ça à Walmart. On scanne son téléphone, tac, on rentre à l'entrée, on prend le produit, hop, on ressort, et puis en fait, tout a été analysé par des capteurs, et on n'a même pas à passer en caisse, etc. Si quelqu'un, par exemple, voulait prendre tous les objets pour nuire aux autres, en fait, ce serait analysé, et il y aurait quand même un système qui fait qu'il y a une forme de contrôle, naturellement. Et évidemment, tous ces problèmes-là, c'est des problèmes qu'on a aujourd'hui, et je ne dis pas que l'économie basée sur les ressources résout tous les problèmes. On aura une société, il y aura peut-être toujours des viols, il y aura toujours un peu de délinquance, des choses comme ça. On dit juste qu'en fait, c'est une société qui améliore
grandement les problèmes qu'on a aujourd'hui. On ne pourra jamais résoudre tous les problèmes, ça ce serait utopique. Oui, après, le modèle qui est proposé, comme je dis, est assez utopique. Il faudrait songer aussi aux autres soucis. Et un de ceux qui ressort, qui me fait un peu rire, c'est que vous montrez des modèles d'images numériques de certains designs que même vous n'aimez pas. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas et peut-être qu'il y en a qui adorent. Et c'est là où on se retrouve devant quelque chose qui est très compliqué, c'est qu'il y a des goûts, il y a un peu tous les goûts dans la nature et toutes les couleurs. Là, vous proposez une ville un peu fourmilière où tout est un peu uniformisé. En fait, c'est une ville, mais ce qui est bien, c'est qu'il y aura une créativité énorme. Les villes n'ont pas à se ressembler. Il pourrait y avoir des villes, c'est comme les cathédrales. Il y a la cathédrale de Gaudi à Barcelone qui est absolument magnifique. Les cathédrales en Russie qui sont superbes dans des styles différents. Pourquoi les villes auraient vocation... En fait, le cercle, c'est juste un modèle mathématique efficace. Moi, les designs de Jacques Fresco, qui était un super futuriste, je les trouve pas forcément fans. Il les a fait dans les années 70-80, c'est un petit peu dépassé. C'est pas pour ça qu'on peut pas faire des choses avec des designs beaucoup plus sympas, que des villes doivent toutes se ressembler, que la permaculture ne peut pas avoir lieu. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'impose rien à personne. On va créer un modèle, et puis d'ailleurs, si les gens veulent rester dans les anciennes villes, qu'ils le fassent. Ou s'ils veulent faire de la permaculture dans une ville circulaire, qu'ils le fassent. En fait, c'est plus des idées et des empreintes. Faut pas se fixer sur ces images, etc. C'est beaucoup plus riche que ça, et la créativité humaine, justement, comme on a du temps libre, elle va pouvoir se développer. Jacques Fresco disait bien que, justement, quand il parlait de tout ça, on lui posait des questions, mais matériellement, comment ça serait? Donc il a fait des maquettes, juste pour donner un exemple, et il le dit très bien, c'est un exemple parmi tant d'autres, et c'est pas ça l'objectif, c'est une idée. Et pour dire autre chose, par rapport au comportement, effectivement, là, on est dans une société où il y a plein de problématiques, si on met des choses en partage, comme au Trucotech, on a plein de soucis, mais c'est tout à fait normal, ça découle de notre société actuelle. Quand on est dans une société... Ah, micro, Olivier, là. Ouais. Quand on est dans une... Il y a des chercheurs, ils montrent, il y a les graphiques et tout. Quand on est dans une société inégalitaire, c'est sûr et certain, il y aura beaucoup de problématiques. Ça coule de source sur de la délinquance, sur des problèmes psychologiques, les gens vont jeter leurs papiers par terre. Mais là, c'est des problèmes dus à l'environnement. Donc si on change l'environnement et qu'on passe dans une société égalitaire, il y a beaucoup de problématiques qui n'existeraient plus. Donc encore une fois, on fait souvent des projections actuelles sur le futur. Mais... Et puis à l'éducation, j'étais à Singapour il y a pas longtemps, c'est une ville où il n'y a pas un papier par terre, pas un chewing-gum, les gens ils font la queue pour rentrer dans le métro. C'est incroyable. Et en fait, ils ont un des meilleurs systèmes éducatifs au monde, je crois qu'ils sont premiers sur pas mal d'indices. Et je pense que l'éducation aurait son rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on fournirait une société d'abondance aux gens, mais en échange, on leur montrerait aussi ce que c'est une vie civique. Après, bien sûr, tout n'est pas résolvable. Il y a toujours des gens qui... comme dans la société actuelle, ce ne sera pas pire là-dessus. Il y a quelque chose de super important à dire par rapport à ce généalisme, à ça, ici, etc. C'est que dans une société qui est organisée en petites communautés, plus ou moins autonomes, etc., qui a du temps de libérer par les robots, comme par les esclaves à Athènes, où les gens allaient au Parlement, et c'était la vraie démocratie qu'on n'a jamais connue depuis. Je veux dire, il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus, parce que là, on a enfin la possibilité de faire une démocratie, une vraie démocratie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, en fait, pourraient, justement... déjà, il y a plein de problèmes qui seraient de l'ordre du politique. Vous pourrez poser votre question juste après. Tous les problèmes, en fait, de l'ordre du politique qui seraient résolus. Il n'y aurait pas de problème de taxes, de CSG, de retraite, de chômage, ou des lois, en fait, un petit peu pansement. En fait, naturellement, le système serait bien fait. Donc, en fait, les comportements, en fait, seraient naturellement beaucoup plus vertueux. Donc, les solutions seraient beaucoup plus techniques. Après, en fait, ce qui serait un petit peu de l'ordre du démos, de la démocratie, ça pourrait être des assemblées pour savoir quel projet culturel on va faire. Est-ce qu'on crée un théâtre là? Est-ce que là, on fait telle exposition? Est-ce que là, on fait un projet sportif pour les enfants? Comment on améliore le programme éducatif? Là, on va pouvoir discuter de manière intéressante. Et là, je pense qu'on pourrait même faire une démocratie, c'est une idée. Mais c'est juste un avis personnel, une démocratie beaucoup plus directe, avec justement des votes en direct sur des questions où tout le monde peut voter. Avec la technologie blockchain, justement, les votes seraient sécurisés. On pourrait voter par tablette tactile, justement, pour que tout le monde donne son avis, et pas être représenté par des chefs comme on a aujourd'hui. Et de toute façon, en plus, les chefs seront justement aujourd'hui tributaires de l'économie basée sur les profils. On serait sur des choses beaucoup plus légères, donc de toute façon, il n'y aurait plus les problèmes politiques actuels. Du coup, votre question. Bonsoir. Alors moi, je suis dans l'enseignement
Ouais. Et donc je reviens par rapport à ce que vous avez dit tout au début, en expliquant qu'en fait à terme le travail comme on l'entend aujourd'hui n'existera plus, et du coup les métiers aussi seraient amenés à disparaître. Alors quelle place vous laissez du coup à l'enseignement dans ce genre de projet-là ? Justement, je voulais y venir, merci. Alors en fait, on va complètement changer le modèle scolaire. Aujourd'hui, on est sur un modèle scolaire en fait de la compétition et des notes et de la comparaison, avec des concours pour les grandes écoles, celui qui est le meilleur. Au lieu d'aider son voisin dans un projet, c'est celui qui va avoir la meilleure note. Et puis, si on doit lui cacher la copie, on lui cache. C'est un système qui, pour moi, est pas du tout sain. C'est un système en fait qui incite pas justement à avoir un comportement altruiste dans la société, mais beaucoup plus égoïste. On va passer sur un système en fait de la coopération. Donc, par exemple, on va mettre en place des projets où chacun, dans une équipe, va avoir une tâche. Par exemple, si on doit faire un petit bateau à moteur pour traverser un lac, il y aura quelqu'un chargé de l'étude de la coque, un autre de telle partie du moteur, l'autre du gouvernail, etc. Et c'est en montrant justement qu'en faisant des choses en équipe, on est beaucoup plus fort. Les notes, ça n'aura plus lieu d'être. En fait, on mesurera la compétence. Si on fait un examen, l'ordinateur aura une note, par exemple, ou le correcteur, mais on n'est pas obligé de stigmatiser l'élève en disant là, t'es pas bon. Puis il y a tellement d'élèves aujourd'hui qui arrêtent parce qu'on leur dit t'es nul, t'es pas fait pour ça. Moi, je sais que quand j'étais en seconde, on m'a dit qu'on voulait pas me faire passer en S, on m'a dit t'es nul en maths. Puis après, au bac, j'ai eu 20 en maths. Mais on a failli me casser suffisamment pour me dire t'es pas fait pour ça. Et il y a plein de gens qui sortent du système scolaire parce qu'en fait, on les dégoûte de ça, parce qu'il y a cette notion de compétition, parce qu'ils sont pas nés forcément dans des environnements favorables. Donc du coup, ils vont pas avoir la culture suffisante, ils vont être largués par rapport à d'autres élèves, on va les mettre dans des voies de garage et ils vont se sentir exclus par ce système. Dans une société de demain, le but c'est vraiment de valoriser la connaissance, l'apprentissage en continu. Si on a raté son bac, et on peut même, parce qu'on était stressé, le repasser 15 jours après, c'est pas un problème. Le but c'est qu'en fait, on puisse montrer qu'on est capable de quelque chose et plus axé sur la coopération. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ou... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous rassure, tous les enseignants ne sont pas comme ça, à casser les élèves. Ah oui, non, je ne dis pas ça. Je suis tombé sur un con. Mais bon. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on tend vraiment à une évaluation par compétence beaucoup plus qu'avant et surtout aussi à des évaluations par projet. Donc voilà, c'est vraiment, en tout cas, je trouve, ça va vraiment dans ce sens-là aujourd'hui dans l'enseignement. Par contre, alors je comprends tout à fait ce que vous dites et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, le métier d'enseignant, on est d'accord que dans votre projet ne disparaîtrait pas. Ah non, si je comprends bien. Mais ça, c'est un métier passion. Je pense que quand on est enseignant, on fait ça par vocation. Enfin, je pense que c'est votre cas. Enfin, moi, je sais que moi, j'adore donner des cours. À l'époque, je donnais des cours de maths pour me faire de l'argent quand j'étais étudiant. J'adorais ça. Et de toute façon, ça, c'est des choses qui vont se faire. Il y aura la connaissance transmise par l'enseignant, mais il y aura aussi toutes les connaissances, en fait, justement, avec les maths, tout ce qu'on a aujourd'hui, Internet, etc. Les gens pourront s'auto-former. Donc ça, ce sera valorisé aussi. On n'est pas obligé de forcément de mettre des diplômes pour valider une compétence, d'ailleurs. Mais ce qu'on pourra peut-être faire, je ne sais pas quel est le bon système, je n'ai pas réfléchi. Mais oui, mais bien sûr, les enseignants auront toujours leur place. C'est une évidence. Oui, je me permets juste de compléter aussi pour citer Jacques Fresco, parce que je suis un grand fan. Donc Jacques Fresco, le fondateur du Venus Project, il a une réponse par rapport à ça. C'est-à-dire que lui, dans sa vision de la société du Venus Project, tout le monde est enseignant et tout le monde est étudiant, en fait. C'est-à-dire que lui, il imagine du coup une sorte de grande cité universitaire où toute notre occupation consiste à créer, apprendre, enseigner, partager, ce sera l'essentiel de notre activité en fait. Donc le métier d'enseignant ne sera plus un métier parce qu'il n'y aura plus de métier en fait. Mais la vocation d'enseignant devra être partagée par tous et on devra tous transmettre, voilà, et essayer d'améliorer. C'est-à-dire que il faut prendre conscience, c'est aussi un peu le message que je voulais passer, faut prendre conscience que ce qu'on a aujourd'hui du Venus Project, c'est sorti de l'esprit de Jacques Fresco, qui est en effet un vieux monsieur qui a commencé à imaginer ça dans les années 70 et tout ça. Je vous invite à vraiment creuser, chercher sur YouTube, regarder les films, etc. Avoir plus de contexte. Oui, mais oui. Ouais, mais le début du Venus Project, il a dit, l'idée c'était les années 50, puis après les trucs, les plans de la ville des années 70 et tout. Ouais. C'est ça. Donc il faut imaginer, faut bien comprendre le contexte dans lequel le projet a émergé.
Il faut bien comprendre que 95% de ce qu'on a aujourd'hui, c'est sorti de la tête de 2 personnes, on va dire, Jacques Fresco et Rachel Meadow, qui est Roxane Meadow. Donc voilà, il faut bien imaginer le contexte de tout ça. Il faut bien imaginer que les designs sont pas définitifs. Voilà, tout ça, c'est sorti de l'esprit de 2 personnes. Aujourd'hui, ici, je sais pas combien on est, on serait capable aussi d'apporter tous notre pierre à l'édifice et tout ça. Le but, c'est ça. Le but, c'est de partager ça. Il ne faut pas se formaliser. Je regrette un peu que les 2 filles qui étaient ici soient parties, parce que pour moi, elles sont passées à côté de quelque chose, parce qu'elles se sont arrêtées très tôt dans la réflexion. Alors que, oui, je veux dire, on a aujourd'hui, la réflexion de 2 personnes. On doit en faire quelque chose. Et il ne faut pas se formaliser sur les détails. Ce dont on a besoin, c'est d'un horizon, en fait. C'est tout. C'est-à-dire que l'humanité arrive à un point de rupture, arrive à une étape qu'il faut franchir. Et la question, c'est vers où on va, vers quoi on tend. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a nos vieux problèmes qui nous restent, nos vieux réflexes de pensée, sur la question de propriété, de criminalité, de tout ça qui est toujours présent. Mais tout ça, ça va évoluer à des échelles qu'on ne peut même pas imaginer à travers les futures générations. L'idée, c'est juste de dire on peut aller par là, parce qu'en vrai, il y a... moi, personnellement, depuis le temps que... en plus, ça fait longtemps que cette idée... est présente. Moi, je vois pas d'autres alternatives aussi désirables, même si en effet elle n'est pas parfaite. D'ailleurs, Jacques Fresco le dit aussi, le monde du Venus Project n'est pas parfait, il est juste beaucoup mieux. Donc voilà. Je vais rendre le micro. On a une dame qui veut poser une question. Juste essayer de vous documenter. Oui, c'est vrai, parce qu'on entend des critiques sur le BR. Allez-y, vous pouvez poser votre question. Juste, on entend des critiques sur le BR, mais j'ai envie de dire des fois à des gens, mais qu'est-ce que vous proposez alors ? Et souvent, il n'y a pas grand-chose. Donc, on est souvent dans la négativité. En fait, à 95%, on entend les choses positives. Les gens sont soit totalement d'accord, soit disent, bon, peut-être pas sur tout, mais franchement, il y a quand même des bonnes idées. Puis bon, on a quelques réfractaires. Mais je leur dis, qu'est-ce que vous avez de mieux alors pour sortir des problèmes actuels ? Allez-y. Alors justement, moi je suis super contente qu'il soit intervenu parce que ça m'a beaucoup réconciliée avec votre discours, parce que je me trouvais un peu extrême et je trouve qu'il dit qu'effectivement, faut tendre vers autre chose, on est à un point de rupture, voilà. Ça me semble vraiment intéressant à le dire. Et peut-être qu'elles auraient mieux entendu. Mais moi, je trouve qu'il y a d'autres propositions que j'entendais avant votre discours, que j'aimais beaucoup, de plus en plus. Enfin, nous, on va se lancer dans l'habitat participatif. J'aime bien la notion de permaculture, de vie tranquille. On va de moins en moins vite. Donc, c'est pas vers le robot, justement. On relocalise. Tout ça, moi, ça me plaisait vachement. Et par contre, la vie avec les robots, je trouve ça terriblement triste et j'ai pas envie de votre projet, moi. Mais c'est pas du tout incompatible. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on peut vivre une vie de décroissance et une vie justement beaucoup plus slow, beaucoup plus en valeur avec la nature, la terre. C'est pas incompatible. En fait, d'aujourd'hui, vous avez déjà des robots partout, mais vous en rendez pas compte. Comme je disais, pour imprimer une carte graphique, pour faire une table de ping-pong, un briquet, votre micro, ça, c'était fait dans une usine. Pour votre téléphone. Mais du coup, c'est derrière des murs. Le truc, c'est qu'en fait, ces robots, vous allez même pas les voir. En fait, la société, vous allez plus voir la nature tout le temps autour de vous. Mais c'est juste en fait une aide pour en fait sortir des problèmes économiques qu'on a. On dit pas que une société un petit peu plus hippie ou avec d'autres, enfin c'est ça. Pas du tout. Je retire ce que j'ai dit. Mais non, mais en plus, moi j'adore parce que je suis comme ça en plus. Moi j'adore. Moi j'adore prendre mon temps pour manger. J'adore me connecter avec la nature. C'est pas du tout incompatible. Et peut-être je me suis mal exprimé. C'est bien que Giovanni a apporté une nuance, mais l'économie basée sur les ressources n'a pas du tout vocation à être extrême, à dire on est dans une société futuriste de robots. On est plus dans une société qui apporte du choix. Et toutes les composantes sont la bienvenue, la permaculture et tout ce que vous avez proposé, vraiment. Hein. Vous inquiétez pas là-dessus. Et la plupart de nos objets, ils sont déjà fabriqués par des robots, en fait. On est déjà dans ce monde de robotisation très, très poussé. Mais on ne s'en rend pas compte. Et souvent, on n'a pas envie que ce soit pire que ça, parce qu'on pense que ça va avoir un impact sur nos modes de vie qui vont être encore plus, qui vont être eux-mêmes atteints et robotisés. En fait, c'est ça. Parce que ça fait quand même, ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'on organise des conférences de ce type.
Et on a toujours les mêmes critiques. Et moi, en fait, ce que je fais, je n'ai pas beaucoup parlé ce soir, je fais un travail de scribe et je prends toutes les critiques, en fait. Et je vois comment elles se répètent et comment c'est l'image du robot qui rebute. Et ce qu'on se dit, on cultive une image de l'avenir de l'humanité qui serait robotisée, l'intelligence artificielle. Et ça, il y a beaucoup de gens qui veulent contrer ça et qui veulent avoir un mode de vie beaucoup plus naturel. Ce refus de l'artificialisation. Et c'est ça qui rebute dans le projet. Et moi aussi, ça me pose beaucoup de questions, ça. Et en dernier lieu, c'est aussi une réflexion. Moi, là, je le vois d'un regard peut-être plus philosophique. C'est une réflexion sur le mal, sur l'origine du mal. Et on s'interroge beaucoup là-dessus. Moi, ça m'intéresse, je vois ça comme ça. En fait, la société d'abondance, elle est déjà là, puisque produire des richesses, on sait faire. On est beaucoup plus riche qu'en 1960, infiniment plus riche. Et le problème, ce n'est pas la production de richesses, c'est le partage. C'est le partage, c'est bien la répartition qui est problématique. Et ça nous mène à réfléchir sur les origines du mal. Est-ce que ce n'est pas l'avidité? C'est la cupidité, c'est la confiscation, en fait. Puisque l'idée, c'est qu'on aurait tous des vies de milliardaires. Tu as dit tout à l'heure, on aurait tous des vies de milliardaires. Mais l'argent, en dernier lieu, c'est quoi? Quand on en veut vraiment beaucoup, ce n'est pas l'argent qu'on veut, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de dominer autrui et tout ce qui va avec. La question est là, c'est l'origine du mal. Et l'origine du mal, c'est les conséquences aussi sur autrui de qu'est-ce qu'on provoque chez l'autre quand on veut le dominer à tout prix. Et ça, en fait, c'est possible dans une économie basée sur les profits. Mais du coup, juste pour revenir sur les robots, et en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Par exemple, personne ici dans cette salle ne peut arrêter de vieillir. Et en fait, la technologie, même si vous êtes contre, vous ne pourrez jamais l'arrêter. C'est dommage, j'ai plus de batterie, mais il y avait une image qui l'illustrait. On voyait des Indiens d'Amazonie avec des téléphones portables. La technologie, quoi que vous vouliez, elle ne s'arrêtera pas. Il y aura toujours des gens pour créer, que vous les aimiez ou pas. Donc de toute façon, en fait, on est obligé de faire avec, et même dans une société capitaliste, ce serait la même chose. Le but, c'est en fait, justement, ça permet de se donner un choix. Donc en fait, c'est plus sympa une société où on peut se donner un choix que justement une intelligence artificielle qui va être là pour mettre des pubs et pour nous vendre le plus de trucs possible, des robots qui vont être intrusifs pour nous pousser à acheter, à consommer. Ça, c'est une société avec des robots qui sera moins agréable à vivre qu'une société de toute façon où il y aura quand même des robots. Quoi que vous fassiez, il y aura des chercheurs. Si vous n'aimez pas ça, il y en a qui le feront. Et dans une société, elle, qui sera beaucoup plus saine. Ouais, ça interroge aussi la nature humaine. C'est quoi la condition humaine? C'est quoi? Est-ce que moi, je pense qu'on est un être fondamentalement fait pour la technologie. Il n'y a pas d'être humain sans rapport à la technologie. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut tout accepter, hein? Parce que on est dans des problématiques aussi maintenant où c'est le devenir de l'être humain qui est complètement contaminé par la technologie. On parle d'intelligence artificielle. Tu parlais aussi des esclaves à Athènes. S'il y a eu la démocratie, c'est parce qu'il y avait l'esclavage. Ça libère le temps. En fait, c'est ça. C'est comment on libère l'avenir. Comment on libère l'être humain et qui est-ce qu'on entrave? Qui est-ce qu'on aliène? Donc, il faut toujours que quelqu'un fasse le sale boulot à votre place. Là, ça serait les robots. Mais qui dit esclavage dit révolte des esclaves. S'ils deviennent aussi intelligents que nous, à un moment, ils vont être dotés de conscience. Et ils vont se révolter. Voilà. Donc l'utopie peut très vite basculer vers la dystopie. Parce qu'on peut voir vite un monde à la Orwell se profiler. Et ça interroge en fait notre fondement. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Qu'est-ce qu'il peut faire? Jusqu'où on peut être humain et jusqu'où on touche aux limites de l'humanité. Après, il y a d'autres technologies, évidemment, dont on n'a pas parlé ce soir. C'est carrément les technologies qui s'attaquent au vivant, qui modifient le vivant, les OGM. Tout ce qui est la procréation médicalement assistée. Jusqu'où ça peut aller, quoi? Jusqu'où on peut pousser nos limites d'humanité. Et ça, c'est le problème d'une technophilie trop prépondérante, c'est qu'elle touche l'excès, elle touche l'hubris. Et c'est que l'être humain, il veut plus simplement être un être humain, mais s'égaler à Dieu, en fait, à des dieux. Et ça, c'est une vraie question. On ne peut pas la résoudre facilement. Or, quand on est trop scientiste, parce qu'on est souvent accusé, quand on promeut ça, d'être technophile, ultra-technophile, et
c'est vrai, alors on essaye de se défendre, tu essayes de défendre ça, que non, pas tant que ça, et qu'on y est déjà, de toute façon. Mais je ne pense pas que c'est une question qu'on peut prendre à la légère. Et moi, je prends les critiques au sérieux. Ouais. Et c'est en prenant les critiques au sérieux qu'on peut faire avancer vers quelque chose de plus adapté, de plus humain, en fait. De toute façon, c'est dans le dialogue. Alors, il est déjà un petit peu tard. On va prendre juste les dernières questions, parce qu'après, il y en a, ils n'ont même pas mangé, je pense. Oui, allez-y, madame. Une question. On parlait de l'origine du mal. Une chose qui me revient à l'idée, c'est que la propriété privée, je ne sais plus si c'est Voltaire qui a dit... Rousseau, je pense, peut-être. Rousseau, oui. À partir du moment où on a entouré son jardin en disant propriété privée, c'est là qu'il a commencé à avoir les vols, les notions de rentabilité, de profit et tout. Donc, la remise en cause de la société en tant que société marchande, c'est quelque chose de très important, je pense. Et de là, très ancien. Par exemple, Motrice qui a axé beaucoup de ses actions sur la gratuité, avec des zones de gratuité, avec des trucothèques où on peut venir chercher des objets gratuitement, les emprunter. Ça remet en cause les fondements de la société. Et quand il y a cette notion de gratuité, effectivement, il y a peut-être moins de mauvaises pensées. Les personnes sont plus sur un mode égalitaire et il y aura moins ces notions de vol, de cupidité, etc. Donc la remise en cause carrément du capitalisme et du profit. Là, il y a des chercheurs qui sont venus à la Trucothèque cet après-midi, donc un à l'Université de Lorraine et un au CNAM. Donc ils font une étude sur les magasins gratuits. Et en fait, nous-mêmes, on est dedans, mais on ne se rend pas compte. Il y en a, rien qu'en Bretagne, apparemment, il y en a une dizaine. En France, il y en a énormément. Et en Europe, il y en a plusieurs centaines, quoi. Donc ça soit en Italie, en Espagne, donc c'est en grande expansion, mais des fois, on n'est même pas au courant de tout ce qui se passe. Donc il y a déjà un processus en cours. Oui, allez-y. Et puis après, on va prendre une dernière question. Allez, pour une fois. Vous me faites penser à des choses sur le revenu minimum. Enfin, le revenu de base, ouais. Revenu de base. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent déjà. Il y a des pays qui proposent à leurs citoyens, pour bénéficier de ce que nous, on appellerait un RSA, mais c'est un peu plus haut, genre 800 € chez nous. Ouais. Donc, c'est un salaire qu'on verse à des gens qui font du bénévolat. Donc ils font du bénévolat, ils sont rémunérés moins qu'un salaire, mais la différence avec un salaire, c'est que forcément c'est des vocations. Et ça c'est intéressant. Ouais, c'est un petit peu comme une espèce de service civique. Et ce qui est bien d'ailleurs, je rebondis là-dessus, c'est qu'en fait il y a plein de métiers qui sont pas valorisés parce qu'ils créent pas de ressources financières. Par exemple, aller aider sa grand-mère ou faire de l'humanitaire pour aider les enfants en Éthiopie, ou par exemple donner des cours de soutien scolaire à quelqu'un. Bon là, on peut être rémunéré, on me dira, mais c'est des choses en fait qui ont une vraie valeur. Une vraie valeur et qui a beaucoup plus de valeur que les choses qui ont de la valeur financière mais qui est artificielle. Par exemple, aller chercher des diamants dans une rivière juste pour avoir des diamants et puis polluer les rivières, c'est une valeur qui est complètement artificiellement créée. Par contre, ça va avoir une valeur financière, mais aider son prochain, des fois, dans le caritatif, l'associatif, bah, ça, c'est pas valorisé. Et dans cette société EBR, bah, tout ça, ce serait justement remis à sa juste valeur. Et effectivement, il y a les projections sur ce que la société pourrait être pour demain, mais actuellement, il y a plein d'initiatives à travers la planète en lien avec la gratuité, le partage, la coopération. Il y a de plus en plus de personnes qui ne croient plus du tout au modèle actuel et qui veulent autre chose. Donc il y en a qui n'y croient plus et qui agissent. Il y en a beaucoup qui n'y croient plus aussi, mais qui n'ont pas le temps d'agir. Mais si on débloque la situation, il y a plein de gens qui sont prêts à aller vers d'autres horizons. Non, bah juste pour conclure, moi je vous conseille on n'a même pas détaillé tous les aspects, de vous renseigner sur YouTube. Il y a des très bons documentaires. Vous tapez Venus Project ou Zeitgeist, Z-E-I-G-E-I-S-T, ça veut dire l'esprit du temps en allemand. C'est des documentaires qui ont fait des dizaines de millions de vues, donc qui détaillent un petit peu tout. Donc bah voilà, je vous remercie pour votre présence. J'espère que je vous ai appris des choses. Et puis soit que ça vous a convaincu totalement, soit que vous ayez pris des bonnes idées et que on transmette les bonnes idées comme ça, qu'on les partage, c'est comme ça qu'on avance. Voilà, merci à vous et très très bonne soirée.